Émission 918. Cette semaine, Crush Dead. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Sur un éclair, c'est la Spooky Season. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'épisode où Bart Simpson pense que Ned Flanders a tué Maud Flanders aurait fait un bon épisode d'un tueur si proche. L'ensemble. L'ensemble de la culture populaire. Un peu spooky aussi, cette affaire-là. Ben non, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres vous disent « Est-ce qu'on peut arrêter de les réveiller, les grands anciens? » Ben oui. Dormir un petit ben peu. Oui, mes grands-papas sont morts. On les laisse dormir. mes grands-papas. C'est dans quoi ça? Tu fais-tu d'inventer ça? Oui. OK, on va le prendre. Je vous les présente à l'instant. Si sur le menu, il y a des tentacules, il les prend toujours. D'Opération Beurre de Cinoche, Guillaume Saint-Cyr est avec nous. Salut, Guillaume. Je vous dis pas où ça rentre. Bon, hey, ça va être ça, très Halloweenesque. C'est toi qui as amené les tentacules? Mais c'est thématique. C'est thématique de la BD de la T'as sorti ta tentacule, moi je l'apprends. Ah bon, oui, je le sais que t'apprends, c'est juste ça que t'apprends. T'apprends tout le temps. Eh oui, ben à défaut d'apprendre d'autres choses. Exactement. Hey, c'est le premier show d'Halloween. Oui, joyeux Halloween. Joyeux Halloween. Encore quelques semaines quand même, mais c'est le premier spooky épisode de notre mois d'Halloween, de Mystérieux Étonnants. Donc, on fait ça avec Crush Depp en fin d'émission. Et Guilla est là pour commencer le mois avec nous. Merci, Guilla, d'avoir accepté d'être venu. Donc, les petites annonces obligent. On a un spécial d'Halloween qui s'en vient le lundi 27. Ça s'en vient quand même très, très rapidement. Le lundi 27 octobre, dans le cadre du festival Space. On fait ça au H-Gang Plaza, sur la Plaza Saint-Hubert, au 6524. Les billets sont déjà en vente. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Donc, si vous voulez être avec nous, c'est 20$. La porte, c'est 18h. Le show est à 19h. Cette année, on fait ça sur le même thème. Donc, un thème pour tout le monde, pour toute l'émission. On va pour tout le monde à l'émission. On va vous en parler prochainement. On va le dévoiler plus tard. C'est très horrifique. Oui, très, très horrifique, je vous le dis déjà. En fait, le sapin a des boules, mais le film d'Halloween du sapin a des boules. Ah, il y en a un? Devrait en avoir un. Sûrement que dans quelque chose National Lampoon. Ouais, National Lampoon Terror Season. C'est ça, ouais, une affaire de même. Sûrement que ça existe. In college. C'est sûr que ça a été discuté un moment donné. Ah, c'est clair, là. Je veux dire, c'est certain. C'est sûr qu'ils se sont rencontrés en disant comme « Mais qu'est-ce que le bonhomme Griswold pourrait bien vivre à Halloween? » Ils ont fait un spin-off avec la famille de Eddie et les autres, là. Fait qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, on fait ça dans le cadre de Space, Festival Space, qui nous accueille encore une fois. Merci à Jarrettman, qu'on va recevoir dans quelques semaines aussi à l'émission pour venir parler de la programmation de cet événement qu'on adore, au Mystérieux Étonnant, qui va avoir 24 ans cette année quand même. Wow. C'est exceptionnel. Bravo, Jarrett. Et à toute son équipe. Donc, c'est lui et sa femme. Principalement. Il n'y a pas vraiment d'autres monde, mais il y a des bénévoles aussi, mais c'est principalement sur les épaules de ces deux personnes extraordinaires. Donc voilà, c'est dans le cadre de Space. J'ai le temps de vous en parler encore, mais achetez vos billets dès maintenant parce que là, on est un petit peu stressé. Je veux juste que ce soit rentable pour Jarrett. L'argent qui va être accumulé avec la vente des billets, ça ne revient pas dans la poche des Mystérieux Étonnants, c'est juste pour repayer la salle. Donc, soyez des autres le lundi 27. Build it and they will come. Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dans les petites annonces? C'était le lancement de l'album de Vidéoville en fin de semaine. Oui, très beau lancement. Puis shout-out à tous les jeunes punks qui écoutent pas l'émission, mais qui étaient là. Clairement, qui n'écoutent pas l'émission. C'était dans un gymnase, au gymnase du YMCA. Downtown Montréal. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'être un professeur surveillant ou un papa chaperon. On a un peu fait ça d'une certaine manière. On s'est retiré quand même. Oui, puis on observait de loin, puis pour vrai, je pense que si quelqu'un s'était blessé, nous aurions tous accouru au problème et puis on aurait porté secours. On aurait pris ça en charge. Oui, mais pour vrai, là, on était tous genre Jake, Maxime Gervais, toi, moi, puis j'étais comme hey, on a tous l'air genre d'être des profs de quelque chose, genre. Oui. Jake aurait été l'intervenant social pour dire aux jeunes de pas prendre de drogue. Ou c'est le gars qui a souvent doublé, puis il est encore... Non, parce que ça devient trop wacky, ça. Okay. Moi, je pense que j'aurais été le prof de cinéma. Ou, tu sais, AV Club, le club audiovisuel. Ouais. Maxime, il aurait fait un bon prof, genre prof d'histoire un peu cool, tout ça. Toi, t'avais l'air d'un concierge un peu. J'allais dire, moi, je suis le concierge. Oui, t'étais le concierge. Ouais. Ça avait l'air d'une réunion de l'émission La Clique. 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Mais non, ça, c'était très... c'était une belle ambiance, puis
pour vrai, ce que Simon avec Nico de Vidéoville ont fait, puis les autres membres du groupe que je connais pas, ce qu'ils ont fait, c'était incroyable comme musique. Cool. C'était vraiment bon. Puis le band que je connaissais pas juste avant, Conflit Majeur. Conflit Majeur, qui était le band qui a attiré tous ces jeunes. Il était très bon aussi. C'était très bon. Puis une affaire que j'ai trouvé super belle, man, c'est qu'ils ont, au début du show, avant leur première tune, ils ont dit « Hey, nous autres, on fait du punk hardcore, quelque chose de même. » Pour ceux qui veulent des bouchons, on en a. Puis ils ont lancé des bouchons pour les oreilles. Puis bon, l'effet a plus ou moins marché. Là. Ils ont juste revolé dans les airs pour retomber. Ouais, ils ont juste comme répandu quelque chose qui pouvait faire que les gens glissent dans le gymnase. Oui, exact. Mais bon, il y a quand même des jeunes qui sont allés chercher des bouchons pour les oreilles. Puis j'étais comme, mais quelle belle attention. Moi, ils faisaient pas ça quand j'étais jeune. J'allais dans les shows. Là. Non, moi, j'ai jamais vu aucun show, peu importe le type de musique. Et ils ont aussi appelé à la bienveillance. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Parce que les gens peuvent trasher. Puis trasher, c'est le fun, mais c'est fun quand c'est safe pour tout le monde. Puis on voit qu'il y avait un mosh pit au milieu, tu sais, plein de jeunes qui se poussent les uns les autres. Puis c'était super beau. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rentrais dans le gymnase, il y avait genre une ribambelle de jeunes de 16-17 ans, punk, qui sortaient en se tenant la main puis en courant. Puis je sais pas, je trouvais ça d'une grande beauté. Il y a une image qui m'est restée de la soirée, puis j'ai trouvé ça super beau. C'était un jeune, je sais pas quel âge qu'il avait, mais il portait un t-shirt. Et c'était marqué « I like DILF ». C'est un dude, puis j'ai trouvé ça. Hey man, il aurait pas eu ça dans les années 90. Non. Le gars s'aurait fait battre, puis harceler, puis je trouve ça vraiment très beaucoup cool. Beaucoup de kids déguisés en clown, maquillés en clown. Style Kiss un peu, hein, c'est ça? Kiss, mais un peu Pierrot la Lune aussi, tu sais, espèce de clown brisé, clown détruit. Puis il y a Valérie, qui est allée leur poser la question, mais tu sais, c'est-tu une mode? C'est-tu une référence à quelque chose? Finalement? C'est pour le fun. C'est pour le fun, pour se déguiser. C'est pour le fun, c'est pour déguiser. Puis là, on demande à deux jeunes filles, Valérie demande à deux jeunes filles, puis nous autres, on se joint à la conversation. Puis j'ai l'impression d'être dans une émission de documentaire sur les jeunes faite dans les années 80, là. Mais pourquoi vous vous déguisez comme ça, vous, les jeunes, aujourd'hui? Oui, quand il interviewait les punks sur Sainte-Catherine des années 80, en 92. Je me sentais comme ça. J'avais l'impression d'être le caméraman. Puis là, il y a une des filles qui répond, puis comme « Ah, c'est juste pour le fun, là. C'est ce qu'on aime faire quand on sort dans des shows. » Puis il y a son ami à côté que... Je vais pas la hâter ou rien, mais elle a l'air complètement défoncée. Elle a l'air d'avoir fumé un gros bat. Puis elle est comme... C'est Miranda qui nous a maquillés. Miranda, c'est vraiment la meilleure pour maquiller. Ça, c'est Miranda qui a fait ça. Puis Miranda à côté qui continue d'expliquer son affaire. Puis elle rajoute encore Miranda, là, c'est vraiment la meilleure. C'est elle qui maquille le mieux. Pour vrai, c'était dans mes moments très touchants cette semaine. Ça me donne espoir en la jeunesse. Moi, ça m'a donné full espoir en la jeunesse. Ça me donne un coup de vieux, mais ça me donne espoir à cette génération-là. Je pense des alphas rendus là. Ils sont, tu sais, je veux dire, je pense que le maximum, le plus vieux avait peut-être 19 ans. Là. Le reste, c'était clairement des gens qui étaient encore au secondaire. Là, qui ont un gros following autour du band qui était là. C'est eux autres qui ont attiré le plus de monde. Oui, puis cette band-là, ils avaient fait la première partie de Maxime. Je pense. Aussi, oui, mais ils ont fait la première partie de Maxime, je crois. Je veux pas dire n'importe quoi. Puis il y avait personne qui venait les voir parce qu'ils sont juste connus par des jeunes qui ont... Tu sais, c'est comme dans le temps quand il y avait Navet Confi, puis il y avait les Marmottes aplaties, puis c'était comme des bands émergents qui jouaient à Musique Plus, mais ça passait pas à la radio, mais nous, on connaissait ça. La jeunesse le connaissait, mais pas nécessairement les médias. Exact. Puis, tu sais, on n'avait pas d'espace pour aller voir ces bandes-là. Fait que j'étais content que ces jeunes-là... Puis, tu sais, c'est du punk en français, c'est des jeunes... Il y avait des jeunes anglophones, il y avait des jeunes, tu sais, de partout. Des jeunes Québécois de partout qui venaient voir ce band-là qui... Je vais dire chante, mais gueule en français, mais je trouvais ça magnifique. Fait que, j'ai bien aimé aussi quand le chanteur a pété une de ses cordes de guitare. Ils ont tout cassé. Il savait pas comment la réparer, puis tu sais, je veux dire, moi non plus, je sais pas, là, je te shame pas, mais c'est quelqu'un de Big Sick Phantom, un autre des bands qui a joué cette soirée-là, qui a réparé la guitare, et durant le set, ils l'ont remise au chanteur qui a dit après « Merci monsieur ». Là, je me suis senti vraiment vieux. Mais c'est ça, je pense qu'ils ont fait la première partie de Maxime Gervais, ses petits trous de balle, parce que le chanteur est venu voir Jake après. OK. Puis là, j'ai vu... Moi, j'étais là, tu sais, puis on se présente, tu sais, puis moi, je suis comme, bonjour, tu sais, je me rappelais pas de son nom, malheureusement. Mais j'ai vu des jeunes plus loin qui étaient en admiration, en pamoison pour ce chanteur-là, puis soudainement, il était comme... OK, ces vieux monsieur-là, ils connaissent le chanteur. Le père de Maxime Gervais connaît le chanteur. Excusez, j'ai tapé ça à la table, oui.
C'est arrivé d'un bar, ça. Oui. On n'en reparlera pas plus. Jake, il va pas être content quand il m'entend ça. Je suis pas le père. Je suis pas le père à Maxime. Hey, lolo. Fait que bravo. D'ailleurs, si vous voulez mettre la main encore sur l'album de Vidéoville qui vient de sortir, ça s'appelle Post Burnout, sur toutes les plateformes. Vous pouvez l'acheter aussi sur Bandcamp. Il y avait des cassettes en vente justement durant la soirée. Casquettes. Des casquettes aussi. Puis j'imagine qu'il y en a d'autres en vente. Je pense pas qu'ils ont tout vendu, en tout cas au niveau des cassettes, le 4 décembre, parce qu'ils font un autre show avec justement Maxime Gervais, les petites trous de balles. Donc ça risque d'être quand même assez très, très, très cool. Ça va être au cabaret des Faufounes électriques. Ah, c'est cool. La même place où ils font les soirées Battle War, où notre ami Mathieu Niquette est annonceur. Tout est dans tout. Tout le monde est beau. Fait que bravo la jeunesse. On va écouter un message vocal d'un auditeur qui s'appelle Jean-Philippe. Hey, veux-tu bien, là? Calme-toi. Salut JP. Salut les mystérieux, ici Jean-Philippe. Bonjour. Après l'épisode de la semaine dernière qu'on a abordé le sujet de Magic the Gathering, j'étais curieux un peu de savoir votre opinion sur les univers étendus et les Secret Lair. On a été gâtés depuis quelques années avec des univers vraiment intéressants comme Warhammer, Lord of the Rings, des petites surprises aussi avec My Little Pony ou The Office maintenant qui s'en vient. J'étais curieux pour vous de savoir quel univers qui pourrait être intéressant à adapter au jeu de cartes. Personnellement, je pense que Dune pourrait être vraiment intéressant, mais c'est sûr que certains qu'il y a des grosses vaches à lait comme Star Wars, ça pourrait être complètement fou. J'attends votre réponse. Toujours un bon show. Merci. Merci Jean-Philippe. Donc pour juste te situer, Guilla, des Secret Lair, c'est des séries de cartes Magic qui sont tout à fait au courant. qui étaient au courant. Donc juste pour les gens à la maison, c'est un art qui est différent, mais la mécanique existe déjà d'une carte précédente. Je sais qu'à l'époque du podcast, tu me niaises, il y avait des cartes Magic. Ils jouaient, hein, c'est ça. Ils jouaient, puis il y a des auditeurs qui leur ont fait des cartes, genre cool, Provençal a sa carte Magic de Gathering. J'aimerais ça avoir la mienne. C'est un auditeur qui peut m'en faire un. Là. J'aimerais ça avoir la mienne. Mais donc, c'est ça, la semaine passée, on en a parlé parce qu'on sait de Star podcast Québec qui aurait Beurre de Cinoche, Les Mystérieux, des Sidérés, Feu des Sidérés, mais que tout ça serait malade. Ça serait super pour vrai, faites-nous ça comme cadeau. Ben, regarde, c'est un peu la réponse à la question que Jean-Philippe nous a posée. Ben, moi j'ai des idées, là. Vas-y donc. On commence avec le dent d'une paix. Les filles de Caleb. On fait Marguerite Volant. De Roy Dupuis, version hologramme. 4,5. Ah oui. On fait 4,5 en Magic the Gathering. Hey, moi, je veux ma carte d'Alain Zouvi, Docteur Constantin. Docteur Constantin fout la main. Ça s'appellerait Docteur Constantinople. Ça serait hot, ça, au-dessus d'un genre de laboratoire avec des fioles. Ben oui. Ben, tu sais, mettons, dans une galerie près de chez vous. Ça pourrait être très cool. Ça fonctionnerait en plus. Bibi et Geneviève, avec les Milzédiens. Il y a tout un lore de Bibi et Geneviève. Ah, mais allons-y pour le Jean-François Rivard-verse, les Invincibles, série noire. C'est pour ça que je t'aime. Ça serait malade comme série de cartes. Puis surtout que les Invincibles, ils ont déjà leur pendant super-héroïque comic book. Fait que tu peux avoir comme ces deux univers-là qui s'affrontent. Ça serait incroyable. Un peu comme les Pokémon que tu peux évoluer d'un personnage à l'autre. Tu pourrais évoluer de la forme classique de Carlou. C'est ça, Carlou? Comment il s'appelle? Carlos, pardon, j'ai mélangé Lou et autre chose. Et sa version animée, genre super-héros, ça peut être malade. Oui. Ouais. Ça pourrait être pas pire. La petite vie. La petite vie, ça serait... en set de cartes. Je le sais, je l'ai. Puis là, on mélange deux types de cartes. Vas-y donc. Lance et compte. Ça marcherait. Fait que t'as les cartes Magic, mais t'as les cartes de hockey, t'as ton deck. Ça serait malade. Oh oui, j'aime ça. Très Keb, on n'a pas ce genre d'affaires-là. Malheureusement, non. Puis, très niche, on s'entend. Là, mais... c'est niche. J'ai l'impression que si on le faisait, il y a des gens qui embarqueraient à fond là-dedans, puis ils trouveraient ça hot. Tu sais, ce serait en sortie limitée. Faudrait libérer les droits, c'est ce qui serait cher. C'est ça qui ferait chier. Puis là, tu sais, c'est que t'appelles Meunier pour lui dire, hey, on veut faire des cartes Magic the Gathering, de la petite vie, puis il est comme, il connaît pas ça. Il dirait ça de même. Il dirait ça. Oh, maman! Des cartes, ça va se rendre au vidange. Restons dans tes intérêts. Radio Enfer, ça serait malade. Radio Enfer serait fou. Mais tu sais, c'est ça. Toutes ces séries-là qui ont marqué le Kepverse. Virginie. Là, le deck serait ben trop volumineux, là. Tu sais, je veux dire ça. Puis c'est quoi l'affaire policier que j'ai pas suivi, là? 19-2? Non, 19-2, ça va, je l'ai suivi. District 31. District 31. Mais c'est ça, en même temps, tu peux avoir une série de pods, tu sais, minuit le soir. Toutes les cartes sont bleues.
Désaturé. Tout l'univers de Denis Arcand. Oh, des cartes de boomer, ça. Sont jaunis. C'est ça. C'est genre celle de... C'est quoi, c'est Bernard Raymond te rappelle toujours la futilité de la vie, puis sur le point, t'es sur le bord de mourir. Puis j'ai juste des cartes de lac. Puis là, après ça, on fait juste des cartes du Music Kept Verse. Fait que t'as Harmonium, Beau Dommage, Octobre et compagnie. Ouais, ça serait malade. Ça. Oui. Puis t'as comme le mage suprême qui est Félix Leclerc dans son lac, sur son radeau. C'est leur Black Lotus, tu sais, la carte de Magic là, qui était... ça, je sais pas. C'est comme une carte qui est comme légendaire, là, qui a un petit tirage, puis c'est sorti dans les années 90. Mais là, ça serait le Black Lotus, ça serait notre Félix. Félix Lotus. Ouais, Félix Lotus. Puis là, tu pourrais le faire aussi politicien, mais tu sais, juste ceux que t'haïs, genre, mettons, là, comme Duplessis, puis ce genre d'affaires-là. Ouais, ok, ouais. Je dis pas toi t'haïs, toi t'es un grand amateur de Duplessis. Je suis un grand duplessiste, moi, vous le savez. On a la même condition, on a la même condition d'urètre mal placé les deux. Oui! Intéressant de savoir ça, je savais pas ça. T'es aussi fan d'autoroute comme lui. Je suis fan d'autoroute. Moi, une scène la tonne de fer, je suis content. On vient de perdre tous nos auditeurs français. Oui. Allez en croquer des syndicalistes. Ah oui, c'est ça. Ça serait Crush de Syndicate. Ça pourrait être pas pire. J'aime ça, on sort plein d'idées. Parce que Duplessis, il vendait le fer une scène la tonne aux Américains, puis c'était ça. Fait que je voulais ramener les Français dans le Québec-verse un peu. Je comprends. Pour nos auditeurs français, Club Dorothée, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est ça l'affaire qu'il n'y a pas de pitié pour les croissants, ou c'était un offshoot? Ouais, pas de pitié pour les croissants. Je ferais Camelot. Ça serait nice, parce que déjà la nice. thématique médiévale fantastique est là. Oui, l'hôpital H, ou juste H, je me souviens plus trop quoi, une série que Jamel Debbouze. J'essaie d'inclure nos auditeurs françaises. Là. Le maillon faible. C'est quoi ça? C'est un quiz à la télé. Alors, vous êtes le maillon faible. Oh boy, ça m'intéresse. Ah oui, de Wicked Link. Wicked Link. Wicked Link, ouais, qui était aussi une série britannique. Ouais, mais il l'avait fait en France aussi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de français aussi? En tout cas, on en a assez. On préfère un château de cartes qui arrête pas de s'effondrer et de reconstruire constamment. Comme la France en ce moment. Et voilà, joke politique. Le Macronverse. Coûte cher, mais finalement, ça tient pas de bout. Ben oui. Ben, j'espère que Jean-Philippe est pas déçu de notre réponse. Non, j'espère bien, Jean-Philippe. J'espère qu'il pense pas qu'on a pris ça en niaisant. Non. J'espère que tu sais qu'on a pris ça au sérieux. Mais merci pour la question. C'est une excellente question, Jean-Philippe. Si vous voulez faire comme Jean-Philippe, le lien est dans le descriptif de l'épisode, comme pour acheter les billets pour le spécial d'Halloween. C'est sur Internet, ça? Oui, c'est sûr. Non, le lien, oui. Mais pas le show, comme tel. OK. Oui. Donc, vous laissez un SpeakPipe, c'est un message vocal. Vous pouvez écouter même le message avant de l'envoyer. Donc, commentaires, suggestions, n'importe quoi. Si c'est passable dans l'émission, ben on va le diffuser. Donc, n'hésitez pas pour la semaine prochaine pour le Spooky Month. On va continuer avec toi, Guilla. Tu m'as dit que tu avais pris quelques nouvelles. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Cette semaine, j'ai surtout des nouvelles de comic book. Oui, j'ai des trucs un peu comic book-esque. Je ferai pas de spoilers parce que j'ai des suggestions à faire pendant la Spooky Season. Ouais. J'ai regardé sur Disney+, maintenant que c'est correct d'être réabonné à Disney+. Maintenant que c'est comme pas problématique. J'ai regardé, so far. Ouais. J'ai regardé Marvel Zombies. Ouais, je l'ai même pas écouté encore. Ouais, c'est 5 épisodes, ça passe super vite, c'est comme des épisodes de à peine 30 minutes. Ouais. Là. Basé sur une BD de Robert Kirkman, le gars qui a créé The Walking Dead. Dans le temps, il voulait pas faire ça d'ailleurs parce qu'il avait peur de devenir le zombie guy. Exactement. Il l'a fait pareil. Puis pour vrai, quand vous l'écoutez, en tout cas quand vous lisez la BD, je sais pas pour la télésérie, là, mais c'est très humour noir. C'est très différent de The Walking Dead. Ça n'a rien à voir avec... Oui, il y a beaucoup d'humour noir. Puis c'est vraiment... je sais pas c'est quoi les termes en bande dessinée, là, mais tu sais, c'est des petites aventures qui se succèdent, puis ça devient comme un genre de one-shot à la fin. Quoi qu'il y a toujours un hint à la fin qu'il va y avoir une saison 2, et la saison 2 a été annoncée. Puis c'est ça, tu sais, je me suis dit, je vais juste le partir de même en background noise pendant que je fais d'autres choses. Combien de temps un épisode? C'est 30 minutes, une demi-heure? Ouais, c'est à peine 30 minutes. OK. Ouais, 30 minutes puis une demi-heure, c'est la même affaire. Là. Ouais, c'est ça, c'est 4,30 sous pour 800. Oui. Mais c'est ça, tu sais, puis même, c'est dans le même style visuel que What If. Puis à un moment donné, moi, le style visuel de What If, il me tombait un peu sur les nerfs. Le shell shading, là, t'as même moins ça? Ouais, je trouve ça moins beau. Je trouve que là, au début, ça me tapait sur les nerfs, puis un moment donné, j'ai embarqué. C'est juste que je trouve... Ce style-là, tu sens trop que c'est animé à l'ordinateur. C'est trop fluide. Les mouvements sont trop beaux.
J'étais un fan de l'animation, 12 images, 24 images secondes, là, l'animation traditionnelle. Mais à un moment donné, j'ai fini par l'oublier. Ah, mais c'est bon, d'abord, t'as mis ça de côté, là. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu finis par embarquer dans l'histoire, tout ça. L'histoire est simple. On suit principalement Kamala Khan avec Kate Bishop, qu'on a vu dans Miss Marvel. Puis il y a une autre fille avec eux, j'oublie laquelle, qui tente de survivre donc à l'apocalypse de zombies, où même les Avengers ont été infectés. Elle va devoir combattre la Queen of the Dead, qui est à l'origine de cette pandémie mondiale. C'est qui est Scarlet Witch. Ouais. C'est très différent de l'origine dans BD, je pense. Dans BD, c'est pas ça, pas en tout. Ok, puis je sais pas si c'est un spoiler de dire que c'est Scarlet Witch. Non, je penserais pas. C'est ça. J'avais pas regardé les trailers, j'avais rien vu. Là. Je voulais rester vierge le plus possible de tout ce qu'il allait avoir là-dedans. Il y a quelques comédiens qui reviennent faire leur voix comme c'est coutume dans les trucs Marvel. Là. Spoiler, il n'y a aucun de la gang originale des Avengers qui est là. Il va pas payer assez cher, mais franchement. C'est ça, mais c'est quand même assez gore par moment. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de gags. Gore, genre, à un moment donné, il y a une bombe qui explose, puis tu vois juste la tête d'un des dudes qui revole puis qui retombe. C'est juste vraiment sa tête. De ce que j'entends, c'est vraiment l'image de la BD, parce que la bande dessinée était aussi très gore, puis comme c'était dans un univers qui n'est pas l'univers principal de Marvel Comics, il se permettait des gags. Tu sais, comme Spider-Man dans la BD a mangé Mary Jane parce qu'il n'a pas été capable de s'en empêcher, parce que la fin est trop forte. Je sais pas si c'est un élément qu'ils ont ramené dans la série, mais c'est que la fin est trop forte. Peut-être dans saison 2. Puis ils se font, puis tu sais, il y a des têtes qui se font couper, il y a des... Oui, c'est vraiment gore. C'est le fun de voir des personnages de Marvel qu'on aime, mais qui pour une fois mangent la claque, puis que hey, c'est correct de tuer Hank Pym parce que on s'en c'est fout, ça, c'est les zombies. Là. C'est dans cet univers-là que ça arrive. Captain America, il est en mode Kenny, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jambes. Ah, ok. Puis ça sert un peu de son bouclier comme d'un skateboard. C'est ça que j'allais dire, il y a de son skate. Oui, c'est son bouclier. Oui, of course. Et qui se met derrière, puis il roule. J'aime ça. Mais qu'il le met de côté, genre. Mais ça fait des scènes, ça fait des scènes de combat super le fun. Je suis sûr. D'ailleurs, les scènes de combat sont comment? Sont malades. Sont malades. Là, le dernier gros combat, il est ultra épique. C'est vraiment le fun à voir. Tu vois des fois qu'il y a des... Au niveau des droits d'auteur qui n'ont pas toutes, là, Spider-Man est là, mais il est une narration. Lui, tu le vois pas parler parce qu'ils n'ont pas les droits, on dirait. Bizarre. Ouais, fait que tu sais, il y a des scènes de combat où t'as genre lui, Spider-Man avec, je vais pas dire n'importe quoi, Black Panther, puis ils parlent pas. Ils sont dans le combat, c'est juste, on attaque un bonhomme. C'est bien bizarre. Moi, c'est un choix créatif ou légal, comme tu dis. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus un choix légal. Blade, il est là. Blade, il est dans le premier épisode. Il est revenu. Oui, sous forme de Blade. De Blade, oui. Puis il t'attend, c'est-tu? Mais c'est parce qu'eux, ils s'attendaient à ce que Mahershala Ali ait déjà incarné. Quand ils ont commencé la série, ils se disaient, ben là, Blade, le film va être sorti. Parce que le film est en development hell depuis des années. Là, ça se fera pas. Moi, je pourrais mettre un vieux 2 en papier que ça se fera pas. Ah ouais? Mais là, tout de suite, à la table. T'as-tu ça, un vieux 2 en papier dans ton portefeuille? T'es un menteur. J'en ai un chez nous. Ah, ok. Moi aussi, j'en ai un, il est plastifié. Ah oui? Non, moi, il est dans un livre. Ah, bon. Lequel? Ok. Faudrait que je le retrouve. Ouais, checker ça. Fouiller dans tous tes livres. Moi aussi, il faudrait parce que j'ai oublié dans quel livre que je l'ai mis. Côté de tes trèfles à 4 feuilles. Fait que, non, ça, je vous recommande Marvel Zombies. Ça, tu sais, justement, pendant Spooky Season, Shocktober, c'est le fun à... Tu sais, tu te passes ça. Tu passes... Tu sais, au final, c'est quasiment 2 heures. Ouais, c'est un film de Marvel. Ouais, c'est ça. Ils sont tous sortis, j'imagine? Oui, ils sont tous sortis en même temps. Puis oui, c'est juste une petite dose de plaisir. Il y a beaucoup de personnages qui étaient dans Thunderbolts, mettons, qui reviennent. Moi, j'avais bien apprécié Thunderbolts. Moi, j'ai bien aimé aussi, fun. Fait que Red... Pas Red, j'allais dire Red Scare. Red Scare, c'est pas ça. Ah, mon Dieu. L'espèce de Captain America. J'allais dire Red Star, mais c'est pas ça. Red Guardian. Red Guardian, ouais, il y a quand même un rôle important. Sa fille aussi, là, que j'oublie encore. Là, Black Widow 2. Là. Moi, comme ça, Black Widow 2. Black Widow. Black Widow. Oui, c'est avec Black Widow. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis encore là, tu sais, l'humour marche bien. Il y a plus d'humour que j'aurais cru parce que j'avais pas lu la bande dessinée. Fait que je savais pas qu'il y en avait déjà. C'est ça. La bande dessinée, il y en a énormément. Là. D'ailleurs, il y en a un petit peu trop. Moi, j'ai lu les 2 premiers volumes. Puis les 2 premiers volumes étaient écrits par justement Robert Kirkman après qui
éventuellement, il a laissé tout ce qui n'était pas ses propriétés à lui pour se concentrer Profiter sur de son argent. Oui, c'est beaucoup d'argent qu'il fait, d'ailleurs, Robert Kirkman. Mais les deux premiers, c'est vraiment sa facture unique. Là, c'était très humoristique, humour noir. Puis après, il y en a eu plein. Là, je pense qu'ils sont rendus à 6, peut-être même plus. Là, puis des spin-offs. Ben franchement, de mon expérience, peut-être que vous allez me dire, non, Ben, j'en ai lu d'autres qui sont vraiment intéressants. Les deux premiers valent la peine. C'est complet comme histoire, mais le reste est un peu, superflu. Ouais, mais tu comprendras ça que Red Guardian, il y a énormément de jokes qu'il va faire tout le long. Ouais, c'est un genre de comédie. Kamala Khan, qui est Miss Marvel, elle aussi, c'est juste un vaisseau à jokes qui sont plus ou moins bonnes, mais tu sais, c'est... Elle va voir un Avengers qui est transformé en zombie, puis elle est quand même impressionnée que ce soit un Avengers. Même s'il veut. Même si ce super zombie pourrait la faire éclater en morceaux en 2 secondes. Je vois genre. Un peu comme son personnage dans The Marvels. Oui, exactement, c'est ça. Moi, je vais prendre une nouvelle qui est un peu dans le sens de ce qu'on vient de parler, en fait. Il va un peu dans le même sens parce qu'il y a quelques années de ça, puis j'en ai souvent parlé à l'émission, on a même fait un épisode là-dessus, même ça fait quand même un certain temps. Là, ça s'appelle Afterlife with Archie. Est-ce que tu as déjà lu ça? Je les ai pas lus, mais oui, c'est des zombies dans le monde d'Archie. Exactement. C'est un genre de... C'est comme on appelle dans le comic book un genre de Elseworld, donc c'est un genre de what if. C'est pas une histoire qui est canon. On prend les personnages, les codes de Archie, puis on le met dans un contexte d'apocalypse de zombies. Ouais. Et pour vrai, ça m'avait impressionné à quel point on poussait l'enveloppe dans le temps que j'avais lu la bande dessinée. C'est un 10 numéros. Je pense que c'est 1 ou 2 trades, or un numéro de luxe. Là. Ça avait été écrit par un certain Roberto Engueri Saccaro et dessiné par un gars qui est franchement très bon. Je le suis sur Instagram. Il s'appelle Francesco Francesco Villa, et c'est un 10 numéros. C'est non seulement gore puis glauque, mais il y a des thématiques ça allait vraiment loin. Tu sais, des personnages ont fait des blagues là, qu'on sous-entend qui... Tu sais, mettons, Archie, il y a une liaison avec... Ouais. Bon, il y a des personnages dans l'histoire d'Archie que tu te dis... Ouais, Cheryl Blossom. C'est ça. Ben, on va vraiment là-dedans, on pousse l'enveloppe. Il a mangé le Cherry Blossom. S'il te plaît, qui a? Les opérations beurre de cinoche. Ben là, viens pas me dire que... Ben là, je veux dire... Que si Cheryl Blossom rentrait... serais pas... Écoute, je suis... T'aurais pas le chocolat qui te... Un peu de solitude de ce temps, si je dois avouer. Ah oui? Oui. T'es pas tout seul? Non, je suis tout seul. Donc, est-ce que c'était une bonne série? Oui, ça, on est tout seul, mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à être tout seul. On nous écoute ici, là. 6 milliards, ça fait beaucoup. Ah, s'il vous plaît. Là. Quoi? Ah, non, c'est correct. Donc, c'était vraiment une bonne série. Malheureusement, il n'y a jamais eu de conclusion. OK. En fait, c'est comme ils se sont perdus, le développement de d'autres projets, puis finalement, on n'a jamais mis fin à la série de Afterlife with Archie. Mais là, on risque d'en avoir une parce que l'auteur d'origine, là, celui qui est Roberto Engueri Saccaro, là, que je vous parlais tantôt, ben lui, il travaille avec Archie Comics, puis il a travaillé aussi à la conception de Riverdale dans le temps. Okay. C'est un producteur exécutif, il avait été aussi travaillé, je pense, sur les scénarios. Et là, il va développer une série télé de Afterlife with Archie. Donc, en animé ou en live action? C'est pas précisé. On sait que c'est pour Disney+. OK. Je pense que ça sera en live action. Je pense qu'il y aurait beaucoup attiré que ça soit en live action, bien franchement. Puis il avait aussi travaillé par le passé sur The Chilling Adventure of Sabrina. C'est une époque où Archie Comics essayait d'un peu diversifier son catalogue puis briser son image de le personnage des années 50 puritain, très, très codifié. Ça existe encore, cet Archie-là. Mais il explorait, puis dans les projets où ils sont vraiment allés très loin dans l'exploration, c'était Afterlife with Archie. Donc, il y a un potentiel de développer une série comme ça en live action ou en animé sur Disney+, que je serais vraiment curieux de voir. Peut-être là où Disney+, je trouve ça un peu décevant parce que j'ai l'impression qu'ils pourront peut-être pas aller aussi loin que la BD d'origine aurait pu aller. Avec ce qu'ils ont fait avec Marvel Zombies, ils ont peut-être ce luxe-là. Puis là, je sais que Hulu intègre complètement la famille Disney ailleurs dans le monde. Ouais, ici, c'est Star, ça s'appelle. C'est Star, mais pas encore quelques semaines. Là, ça devient Hulu. Ça va devenir Hulu au Canada aussi. Hulu Canada. Finalement, juste le nom va changer, OK. Mais ça va être les mêmes... Oui, ça va être le même contenu. Mais c'est juste, je trouve ça bizarre. T'sais, habituellement, ce genre de projet-là est annoncé sur l'étiquette Hulu. Comme le Alien Earth, qui est sorti récemment, était annoncé sous Star au Canada ou Hulu aux États-Unis. J'aurais l'impression que c'est peut-être un peu ce qu'il aurait dû faire. Ben, j'en ai aucune idée, là, mais pour Afterlife with Archie. Fait que je me demande si ça joue un peu... C'est pas ça donne une idée du ton que ça va avoir. C'est plus ça. Moi, j'aimerais ça avoir un vrai film classique d'Archie. Ah oui, que ce soit en vrai ou en dessin animé, mais que... Tu sais, un truc... En fait, je pense que je voudrais un genre de Ghost World. Mais de moderne de Archie. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ça peut être dans les années
90, comme ça peut être dans les années 50. Ça me dérangerait pas, mais... En Buscemi. Hey there, fellow kids. I'm Jughead. Il est spécialisé dans Ghost World. Ben oui. Oui, je sais. Mais non, soit si tu fais un film en animation, je voudrais que ce soit le Archie des années 50-60. Tu sais, un truc un peu Spider-Verse-esque, là, dans ce ton et ce look visuel-là. Mais si tu le fais en vrai, que ce soit un genre de film indie, tu sais que ça émane vraiment du film indie des années 90-2000. Tu sais, c'est tellement rendu... Juno, ce genre de truc. Oui, je vois genre exactement la zone où t'es. Puis en plus, c'est comme Archie, c'est connu. Tu sais, ça, mettons, tu sors un film qui est plus indépendant ou qui a une approche un peu plus différente, il y a personne qui va confondre le vrai Archie, entre guillemets, radiophonique, et le Archie qu'on présente dans le cadre d'un nouveau film. Puis c'est pour ça aussi que des trucs comme Riverdale existent, c'est qu'on a décidé de jouer avec les codes. Tout le monde sait c'est qui Archie, Véronica, puis Riverdale, Betty, c'était plus thriller. Oui. Teen thriller, là, teen drama. C'était très quétaine. C'était très kitsch. C'est devenu un soap opera. Ouais. La première saison, moi, j'avais embarqué. Moi aussi. La deuxième, j'avais décroché à mi-saison, je crois. C'était devenu un peu comme du... je sais que la première saison, ça m'avait fait presque penser, dans ses codes, là, je dis pas que c'était ça, mais dans ses codes, un peu à du Twin Peaks par moment, tu sais, au niveau de la direction artistique. Ben, au niveau de... Oui, parce qu'il y avait quelque chose d'années 50 quand même dans la... Tu sais, c'était joué un peu over the top aussi. Mais la construction d'un village, la construction d'un drame, mais il y avait juste pas le côté psychédélique avec des démons. Là. Ben là, il y en aura peut-être. Peut-être. Puis tu sais, même The Chilling Adventure de Sabrina, je l'ai pas écouté, mais ce que j'en sais, c'est que c'est pas particulièrement horrifique. Là. Non, puis c'est pas bien bon. Ça aussi, j'ai essayé. Puis... Mais moi, j'aime l'univers d'Archie. Je le trouve fascinant. J'en ai full lu quand j'étais jeune. J'étais vraiment impliqué là-dedans. T'as-tu écouté, t'as-tu lu Archie Meets Jason Bob? Non. La grande BD, mon cher. J'imagine. Ah oui. Mais je me rappelle, par contre, du dessin animé, Archie, Mystère et compagnie. C'était quoi ça? C'était Archie Mysteries. Il faisait des enquêtes? Oui, c'était un genre de Scooby-Doo, mais dans le monde d'Archie. Ah ben oui. Puis il me semble qu'il y avait des... Il me semble que dans Archie, Mystère et compagnie, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il y avait des vrais monstres. Ouais. Contrairement à Scooby-Doo. Ah, ben attends, dans les 13 Ghosts, il y avait des vrais monstres, par exemple. Dans Scooby-Doo? Ouais, en fait, c'est le canon de Scooby-Doo, à un moment donné, s'est réinventé avec 13 Ghosts, où c'était Daphné, de Scooby-Doo, puis son espèce de cousin un peu bizarre, là. Ouais. Puis là, il y avait des vrais... Puis il y avait comme un genre de sidekick qui s'appelait Roberto, je sais pas quoi, un petit gars. OK. Puis là, il pourchassait des fantômes. Mais il y a vraiment du monde qui sont comme fans du lore de Scooby-Doo. Puis t'as les puristes avec la série des années 60. Puis t'as eu des spin-offs puis des téléfilms. C'est d'autres canons parce que là, justement, il y a des créatures fantastiques. Okay. Puis ça va loin. Là. C'est pas on serait dû pour un vrai bon reboot de Scooby. Ça aussi. Ben, il y en a eu chez DC Comics. Comme c'est la même compagnie qui possède les droits. Oui, c'est vrai. C'est Warner Brothers. Puis il y a eu des séries de Scooby-Doo. Là. Ouais, j'imagine. Mais j'aimerais ça, un grand retour. Un grand retour de Scooby-Doo. Un grand retour de Scooby-Doo. Là. Ouais. OK. C'est pas un truc pour les kids. Tu sais. It's not your grandma, Scooby-Doo. Scoob with a shotgun. No, there's no Scooby snack. And Scooby's on a rampage. You're gonna get it. Run for your life, Shaggy. Scooby. Mais j'aimerais ça, tu sais, que ce soit une série en vrai ou un dessin animé, mais... Tu sais ce que James Gunn voulait faire à la base avec les films de Scooby-Doo sur des films de stoner. Puis il y a un petit côté stoner qui est resté. Mais c'est pas 100%. C'est pas 100% ça. Puis je comprends après ça enlever le côté un peu plus sexu de la patente. C'était dédié aux enfants, ces films-là. C'était pas des films dédiés. Là, oui, c'est ça. Comme Afterlife et Archie, pensez pas que ça va être dédié à vos enfants. Là. Ça va être dédié à un public qui est un petit peu plus vieux. Là. Probablement. Mais ouais, tu sais, faire un Scooby-Doo un peu plus adulte, un peu plus edgy, mais tu sais, que ce soit pas dark, que ce soit de l'humour. Oui, je comprends. C'est ça. Tu veux pas que Scooby-Doo fait de la coke, tu veux juste que tu sais. Non, c'est ça. Mais Rick. Ça pourrait être... It's not your Scooby Snack! Formule améliorée de Scooby Snack. Avec de la... cocaïne! 100% plus de cocaïne! Bon, YouTube vient de débarquer en nous demandant pourquoi vous dites ces mots-là. Ouais, je dirais il y a plein de règlements là-dessus, c'est vraiment bizarre. Ah, tu peux plus... Il y a des mots, c'est genre... Ah, il y a des mots que tu peux dire, mais simplement dans une durée, genre? Je sais pas, mais je sais, mettons, sur TikTok, tu peux pas dire tu peux pas dire une relation sexuelle, c'est relation S. Ah oui, ça c'est compliqué parce que le monde va pas comprendre. C'est comme les PDF files. Oui. Ouais,
quelque chose. Fait que c'est ça. Il y a un développement d'une série qui s'appelle Afterlife with Chucky qui s'en vient avec un des créateurs d'origine de la série. Donc c'est bien nice. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Je suis vendu à l'idée. Et peut-être que là, cette fois-ci, je vais finalement avoir ma conclusion à l'histoire. Oui, je le souhaite. Puis malgré tout, même s'il n'y a pas de conclusion à Afterlife with Archie, c'est une série que j'ai tellement aimée quand j'ai lu dans le temps. Achetez-la juste pour l'art, mais l'histoire est très, très OK. nice. Ouais. Mais visuellement, ça ressemblait-tu à des vieux Archie ou c'était plus stylisé, c'est moderne? très stylisé. En fait, l'artiste, là, celui qui fait le dessin, est quelqu'un qui a travaillé longtemps avec Mundo. C'est lui qui faisait des produits dérivés, des affiches, des casse-têtes. C'est comme un mélange entre une approche un peu moderne, mais qui fait beaucoup référence aux vieux magazines des années 50 et 60 de science-fiction ou de films de série B de monstres, de la Universal. Un super, tu sais, comme un style un peu universel et intemporel. Fait que c'est très beau. Ouais, c'est très cool la franchise d'Archie. Je trouve que c'est une des franchises qui se permet le plus de liberté créative puis de liberté. Tu sais, on va dans plein de directions, puis les propriétaires de l'IP, je sais pas c'est qui, mais Archie Comics, ils ont l'air très lousses sur les propositions plus changos. Ils sont plus maintenant qu'ils l'ont déjà été. Oui, mais c'est très conservateur. Oui, il n'y a pas le choix. Puis ça a été la dernière compagnie qui suivait le Comic Book Authority Code. Oui. Ils l'ont abandonné. Puis pour dire que ça a explosé après, là, mais tu vois, c'était très familial aussi, Archie. T'achètes pas un Archie pour comme chaque toilette avait son Archie. Écoute, je confirme que dans le temps que j'étais avec Simon, il y avait plusieurs Archis sur le bol de toilette. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive de temps en temps d'aller aux toilettes chez des amis, puis il y a un Archie encore aujourd'hui. Tu sais, il faudrait une télésérie juste sur des gens qui font des tests comme sur les Archis pour découvrir les corniformes fécaux. Oh, wesh! Mais ils en vendront plus. C'est sûr que toutes les Archie Comics que vous achetez usagés sont pourris de shit. C'est clair, man. Oui, penserai la prochaine fois que vous irez chez Grand-Maman. Il y a du caca de Grand-Maman sur l'Archie. Ou chez Capitaine Québec, là, acheter des vieux Archie. Yes. Laissez-les dans la pochette, les kids! Qu'est-ce que t'avais de ton côté? Petite suggestion cinéma. Vendredi, il y a un film québécois qui sort. Ça, c'est plate. Mais un film québécois d'Halloween pour toute la famille qui s'appelle Ma belle-mère est une sorcière, que j'ai eu le plaisir de voir ce matin. Ça m'en vedette Marilyn Castonguay qui était dans C'est comme ça que je t'aime, qui était aussi qui était aussi dans Mademoiselle Bottine, où essentiellement elle reprenait le rôle de Mademoiselle Jeanne dans Gaston Lagaffe. Là. C'était un copier-coller de Mademoiselle Jeanne. Alors, ça m'a fait beaucoup apprécier Mademoiselle Bottine. D'accord. Juliette Aubé, Pierre-Yves Cardinal qui sont là-dedans aussi. La prémisse est toute mignonne. Margot, 12 ans, trouve que le comportement de son père change drastiquement le jour où une nouvelle femme s'invite dans leur vie de famille. Bon. Fraîchement célibataire, l'encre des papiers de divorce est encore humide. Marcel et Jeanne semblent follement amoureux. Mais se pourrait-il qu'il soit sous l'emprise d'une vilaine sorcière? Margot devra faire enquête. C'est ça, c'est un film mignon. C'est une comédie, là. C'est une comédie familiale. Il y a des petits gags un peu pour adultes. Il y a Tracy Trash aussi qui joue dedans, qui est une drag queen de Montréal, qui joue une espèce de spécialiste de l'occulte puis tout ça. Comme toutes les dragues, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, un gag qui m'a quand même fait rire, c'est quand elle dit à cette jeune fille-là, tu sais, si tu veux savoir si ta belle-mère c'est vraiment une sorcière, faut que tu fasses telle potion, nanana. Ça va te prendre entre autres du sang de vierge. Dans ton cas, ça va pas être difficile à trouver. Ok, oui, ça, c'est très... J'aime ça. Oui, j'ai aimé ce ton-là. C'est ça. Il y a quelques petites scènes qui, pour un public plus jeune, là, genre 6, 7, 8 ans, qui pourraient faire un peu peur. Là, une espèce de scène d'incantation un moment donné, là, où est-ce que ils essayent de voir si cette femme-là, c'est vraiment une sorcière. Fait que, ils font l'étoile au sol avec les chandelles puis tout ça. Je trouve que si vous êtes parent de très jeunes enfants puis vous voulez initier vos enfants à des scènes un peu plus... à l'occultisme, mais à des scènes un peu plus horrifiantes sans que ça fasse vraiment peur. Mais tu sais que vos enfants vont peut-être juste se coller un petit peu sur vous. Ça peut être une bonne porte d'entrée pour eux. Tu dirais que, mettons, c'est quoi l'âge limite là, pour... tu veux dire le plus bas ou le plus bas, ouais. Le plus bas, je dirais à partir de 6 ans, c'est correct. Ah, ok, c'est pas si épeurant. Non, c'est vraiment pas si épeurant que ça. Puis jusqu'à, mettons, 12 ans, tu sais, c'est le genre de film que des kids vont avoir du fun.
Tu sais, c'est le fun, ça déconstruit un petit peu aussi les mythes des vilaines sorcières, parce que, évidemment, la sorcière, tu sais, elle sera jamais vraiment méchante non plus. Tu sais, c'est plus des intuitions que la petite fille a par rapport à elle, puis, tu sais, c'est qu'elle est bizarre, tu sais, elle a l'air d'une espèce de vieille hippie aussi, elle fait tout le temps des tisanes, des choses de même. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Ouais. Puis, mais tu sais, mais en même temps, c'est un film qui parle de divorce, qui parle d'accepter une nouvelle personne dans la vie de ses parents. Fait que si vous êtes fraîchement divorcés, les papas, amenez vos enfants voir ça pour leur expliquer Façon ce qui de se passe. faire passer la pilule. Je suis content qu'on soit allé voir ça, ma petite Juliette, Quelqu'un parce a te que présenté. papa et maman, ben c'est fini. Mais papa, il va sortir avec une sorcière, t'es contente? Non! Mais oui, c'est ça, tu sais, ça parle... C'est ça parle de tout ça, puis de s'accepter soi-même comme beaucoup de ces films-là pour enfants. Puis c'est un film de production La Fête, fait que c'est un conte pour tous. Ouais, fait que c'est un conte pour tous verse? Ben oui, forcément, parce qu'ils sont tous dans le même verse, là. Tu sais, c'est pas aussi intense qu'Opération Beurre de Pinot, mettons. Ça, c'était épeurant. Ça, c'était épeurant, ça, oui. Mais non, c'est un film qui est sympathique, la photographie est belle, ça se passe à l'automne, fait qu'il y a beaucoup de feuilles mortes partout. Oui. Ça se passe souvent le soir quand le soleil chaud est comme moi couché. maintenant ou non, sont en manteau quand même, sont chanceux en tabarouette. Ben oui, les changements climatiques n'existent pas dans ce film-là. Non, vraiment pas. Comme dans la vraie vie. Hein? Oui, ben oui. Ouais. Fait Fait que non, mais ça, tu sais, vraiment, si vous êtes parents, sinon, tu sais, si vous êtes juste deux adultes dans trentaine, quarantaine, je dirais, j'irais pas voir tout seul voir ça. non, c'est ça, tu risques d'être bizarre dans une salle. Ben tu sais, je pense, si vous êtes nostalgique des productions, tu sais, de ce genre de film-là, c'est le fun à regarder aussi. Les acteurs sont bons, Marilyn Castonguay est formidable comme d'habitude, là, puis tu vois que elle a énormément de plaisir à incarner ce personnage-là qui lui permet d'aller dans d'autres zones qu'elle n'a pas explorées avant. Fait que c'est ça, c'est un petit film. Rappelle donc le titre, s'il te plaît. C'est Ma belle-mère est une sorcière. Ah, tu vois, moi, j'avais écouté dans le temps quand j'étais jeune et j'avais eu la chienne. C'est Ma belle-mère est une extraterrestre avec l'œil qui sort du sac à main. Tu sais pas si tu te souviens de ça? C'est avec Dan Aykroyd qui joue le personnage du père, je pense. OK. Ça m'avait traumatisé, ce film-là, quand j'étais jeune. Moi, je me rappelle de Mon Martien favori. Oui, ça, c'était avec Christopher Lloyd aussi. Hein? Oui, puis il mâchait de la gomme pour être un humain. Ah oui? Ah ben c'est comme ça que moi je fais ça aussi. Denis Coderre, lui, il mâchait de la gomme puis il marchait en même temps. Aïe, comment il fait? Incroyable. Hey, je vais vous parler d'une autre bande dessinée, un événement bande dessinée qui s'en vient en 2026, quand même assez exceptionnel. Cette année, Guilla, j'en ai parlé à l'émission souvent, il y a un crossover de Deadpool-Batman, Batman-Deadpool qui a été publié en partenariat entre Marvel Comics et DC Comics. Ce qui, moi, m'a vraiment épaté parce que c'est le genre de collaboration qu'ils faisaient dans les années 80-90, mais depuis que les deux compagnies appartiennent à des géants. À Disney Warner. Disney et Warner Brothers Discovery, c'est devenu moins coutume. Je sais pas s'ils ont une obligation légale ou si les gens étaient juste frileux puis ils se sont pas rencontrés pour essayer de faire des projets communs. Mais on dirait que Batman-Deadpool a ouvert un peu la porte à de nouvelles collaborations parce qu'il y a une nouvelle publication conjointe ou des nouvelles publications conjointes qui auront lieu en 2026. Entre autres choses, pour souligner le 50e anniversaire d'un numéro qui s'appelle Superman vs. The Amazing Spider-Man numéro 1. Donc, qui va ressortir en Treasury Edition. Ça, c'est donc un volume avec du contenu supplémentaire, souvent rigide, cartonné, très beau, avec la belle infographie, qui coûte aussi très, très, très cher. Donc, il va y avoir deux sorties, en fait. La première, va sortir le 7 janvier 2026. Ça s'appelle le Treasury Edition 50 Anniversary of Superman vs. The Amazing Spider-Man numéro 1. Ça consiste en leur première rencontre dans les comic books. On a fait une Treasury Edition. Puis il y aura un deuxième crossover, les deux autres personnages, et il y aura une autre Treasury Edition de cette rencontre le 4 février, donc un mois plus tard, 4 février 2026. DC and Marvel present Superman and Spider-Man Treasury Edition numéro 1. Donc ça, c'est du stock du vieux matériel qu'on réimprime dans des éditions, disons, plus étoffées. Mais là, en 2026, quelque part, il n'y a pas de date... il y a deux mois, là, mars et avril. Pas le film. Je parle de date de sortie, OK? Oui. Non, les mots, on les oublie pas, le film, c'est autre chose. C'est autre chose, OK? On ira pas là. Le 4 chemin. OK, On est trois à avoir la rêve, je suis désolé, Montréal. Il y a deux personnes qui ont pris cette référence-là. Puis, incluant un Français. Probablement, oui. Donc, c'est deux one-shots qui sortent en 2026. En mars 2026, une nouvelle collaboration, donc une nouvelle histoire en Superman / Spider-Man numéro 1.
Ça, c'est en mars. Et en avril, c'est Spider-Man / Superman numéro 1. Donc, les deux maisons d'édition Marvel et DC vont publier leur propre numéro. Donc, du nouveau stock. On n'a pas l'histoire, par contre, on n'a pas les équipes créatives pour ces deux one-shots-là. Mais je trouve ça cool. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir d'autres types de crossover comme ça qui vont sortir dans le futur? Est-ce que ça pourrait mener à quelque chose de encore plus gros? Ouais. Ça reste à voir, mais Non, déjà... plus de limite, là. Hey, Blondine va rencontrer Mafalda. Tabarnak, il n'y a plus rien de sacré. Plus rien de sacré. Plus rien de sacré. Et là, à un moment donné, le marsupilami va rencontrer Spirou. Hey. Peux-tu Comme dans le temps. Peux-tu créer? Peux-tu créer ça? Ils vont se voir, eux autres. Ouba! Ouba. Moi, je l'aime, le marsupilami. J'en ai jamais lu, honnêtement. J'ai quelques séries. J'aimais Ouais. beaucoup. D'ailleurs, si vous avez mis la main dessus, j'aimerais ça l'acheter. C'est l'encyclopédie du marsupilami. C'est comme une fausse encyclopédie dans le format d'un album. Ouais. Puis c'est à propos des origines de l'espèce qui est le marsupilami. Oui. Puis c'était bien à la mode. Puis sur le cover, c'était l'espèce de dessin de Da Vinci. Là. J'ai déjà vu ça. Oui, Ouais, oui, mais on l'avait à la bibliothèque de Gatineau. Mais c'est ça, nous autres, on l'avait à Brossard aussi. Mais c'est juste plus trouvable. Ça n'a jamais été réédité à ma connaissance. Mais j'aimerais bien peut-être, mettre la main ouais, il dessus. faudrait peut-être sur des sites européens. Pour le Ouais, trouver. ou peut-être chez des trucs usagés, comme chez DBD sur Saint-Denis, Ouais. à Montréal ou d'autres. Mais bon. Je ferai agiter mes contacts en Europe. Ok. Ah oui, c'est vrai, Oui. t'as de la famille, toi, là-bas. oui. On pourrait essayer ça. Donc voilà, Superman, Spider-Man. J'ai aucune idée c'est quoi l'histoire, même des vieilles éditions qu'on réimprime, parce que je les ai pas lues, ces histoires-là. C'est plus disponible, mais là, ça va l'être. Donc peut-être l'occasion de pouvoir le lire. Quoique j'ai l'impression que ça va être quand même très coûteux. Des Treasure Edition, là, ça sonne bidou. Oui. Ça sonne, sort ton cash. Ouais. Une nouvelle un peu triste. Vas-y. On a appris ça hier. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Ross, R-O-S-S, qui est décédé à l'âge de 60 ans. On le connaissait mieux sous le nom de PFK Kid. Oh mon Dieu. Oh, oui. ok. Là, il faut que tu expliques pour les gens à la maison qui sont justement pas des Québécois. et C'est ça. Québécoises. C'est que le PFK Kid, c'est un icône, un emblème de la culture pop trash Cab, québécoise. ouais. Popularisé par Julien Poulin et Pierre Falardeau qui ont fait Elvis Gratton. Mais c'est un vrai petit garçon. C'était un petit garçon. Il était dans le film Pea Soup, qui est un documentaire extrêmement violent à regarder sur la condition des Québécois, des Canadiens français à la fin des années 70. Mhm. Le film commence. Est-ce que c'est une parade de Noël, un défilé de Noël? Puis c'est juste des compagnies américaines qui défilent sur Sainte-Catherine pour vendre des produits que les Québécois sont pas Vont capables de acheter, s'acheter. c'est ça, ouais. Et dans le film, à un moment donné, ils se promenaient dans Hochelaga, puis ils sont tombés sur ce garçon-là, Paul Ross, qui avait 6-7 ans à l'époque. Puis ils ont acheté un baril du colonel avec le petit chapeau en papier. Ils ont mis avec ça, dans le temps, ouais, c'est qui ça. venait, puis c'est ça, il portait pas de t-shirt, puis il est assis au fond d'une ruelle, puis il pose des questions, petit gars. Puis il y a de l'aplomb, là, le petit Puis il y a de gars, l'aplomb, là. tu sais, il Ouais. demande toi, si tu gagnais le million, si tu ferais avec ça, t'achèterais un camion à toi, t'achèterais une maison à toi, toi aussi, je t'achèterais une maison, ouais, puis si tu te reste de l'argent, le mettre dans la banque. Puis, tu sais, c'est un enfant de 6 ans qui a déjà une voix de fumeur, qui a déjà... Ouais. Puis- Ça parle du milieu dans lequel il a été élevé. oui, c'est très parlant de ce milieu-là, du milieu ouvrier, du milieu... C'est un même gars là, qui était très, très, très populaire à l'époque. très dans le quartier. populaire. C'est un milieu trash, c'est un milieu de violence, c'est un milieu très pauvre. C'est ça, c'est un tu sais, ce garçon-là, tu le vois déjà à 6 ans, qu'il n'est pas destiné à un avenir radieux. C'est triste à dire, mais ouais, les chances sont pas de son bord. Non, c'est ça, il n'y a aucune chance de son bord. Puis moi, j'ai vu le film au secondaire 4, je crois, dans mon cours d'histoire. Tu sais, tout le monde dans la classe riait parce que ce moment-là, il est tellement absurde, il est tellement... Il est presque une caricature aussi, c'est ça Oui, qui oui, c'est tellement qu'il faut farfelu. dire. Tu sais, à un moment donné, il parle, là, il dit dans le quartier, il y a des cochons, là, il y a des cochons. C'est quoi les cochons? Et puis les chiens, la police. Ils nous ont donné des billets pour les expos. T'es ça en arrière, tout petit, on voit rien. Les tonnes de marde, ces gens-là. Puis tu fais comme, c'est... Ouais. C'est un discours qui a violence. adopté quelqu'un aussi, là. C'est ça. Oui. Puis il se fait demander qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Il veut être troqueur comme son père, Mhm. tout ça. Mais il y a un beau vidéo qui a été fait en 2019, réalisé par Jules Falardeau, qui est le fils de Pierre Falardeau, qui avait retrouvé Paul Ross, puis qui avait refait un peu le PFK Kid avec lui. Est-ce qu'il a retiré des souvenirs de ce tournage-là? Des très beaux souvenirs Ok. de Pierre Falardeau, de Julien Poulin. Il y avait que de la reconnaissance pour eux.
Puis il parle de Pierre Falardeau. À ce moment-là, en 2019, ça fait déjà 10 ans que Falardeau est décédé. Ouais. Puis il en D'ailleurs, parle- je peux-tu faire ça un aparté vraiment rapidos? Oui, parce oui. que Falardeau est décédé à mon hôpital quand moi je travaillais à l'hôpital. Ah oui. Et malheureusement, malheureusement. J'ai travaillé pas encore sous l'aile des soins palliatifs où j'étais à la fin de ma carrière au CHUM. Mais j'avais un collègue qui travaillait puis qui avait un genre de coupe en haut, en mohawk. Ouais. Puis à un moment donné, il est rentré dans la chambre de Pierre Falardeau. mais il savait pas qu'il était là. Tu sais pas Ouais. qui sont dans les chambres dans lesquelles tu rentres pour faire le ménage. Puis il a dit « Ah ben, Chris, un concierge avec un mohawk. » Ça a été ça sa réaction. Puis il le racontait à tout le monde. C'est Puis j'étais, Chris, il s'est égal à lui-même. Ben tu sais, oui, il est ben à la fin oui. de sa vie, puis il a toujours été comme ça. Oui. Fait que je vous invite à retourner voir cette vidéo-là de Jules Falardeau. Puis c'est ça, ils refont la scène. Puis il demande à un moment donné, qu'est-ce que tu trouves qui marche pas aujourd'hui, tu sais, dans le monde, tout ça. Puis il dit, il y a trop de condos. Il y a des condos partout. Ouais, puis si t'avais de l'argent, tu ferais quoi? Je ferais des logements pour ceux qui en ont pas. Fait que tu vois que c'est un monsieur qui, non, il l'a pas eu facile. Puis dans la vidéo, tu le vois, tu sais, puis en 2019, fait qu'il y a 54 c'est ça. à ce moment-là. Il est décédé à 60 ans. C'est jeune, 60 ans, C'est mourir. très jeune. Mais tu sais, c'est un gars magané. Tu vois que c'est un gars qui l'a pas eu facile. Sais-tu de quoi il est décédé, ça a été dit? Non, ça n'a pas été divulgué. Mais tu vois que c'est quelqu'un qui a, en grandissant, qui avait peut-être pas les moyens pour s'impliquer dans sa société, qui a peut-être pas eu, tu sais, qui a clairement eu un parcours difficile, mais que ça a été quelqu'un qui avait le cœur sur la main puis qui avait à cœur la défense du monde siens. qui en arrache, des siens, exactement. Moi, il y a une côté de ma famille qui vient d'un côté très, très, très... côté de ma famille qui vient d'un milieu très, très, très défavorisé. Là. Moi, ma mère, quand elle était jeune, elle avait de l'eau courante, mais elle avait pas de douche ou de bain. Qui remplissait un chaudron dans lequel il fallait ma grand-mère se nettoyait, après c'était ma soeur parce qu'elle était ma mère parce qu'elle était plus vieille, après c'était sa petite sœur, genre. Puis, tu sais, c'est du monde que ça fait, oui, ils ont un parler comme ça, mais ça fait pas de moins des gens qui ont comme un cœur, puis des familles, puis des... C'est des gens qui ont des choses à dire. Des choses à dire, qui vivent une réalité que toi et moi, auquel on n'a pas accès, tu sais. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais tantôt. Tu disais, il veut être trucker comme son père, mais Chris, une chance qu'on en a aussi des truckers qui la font, cette calice de job-là. Moi, je serais pas capable, je pèterais un câble, tu sais. Oui, mais complètement. Mais souvent, c'est justement les gens qu'on oublie en premier, parce qu'ils sont pas visibles, ils sont pas impliqués politiquement nécessairement. C'est ça, puis la vraie richesse, c'est pas nécessairement l'argent, mais c'est ta capacité à t'occuper des gens autour de toi. De rebondir. C'est ça. Va voir dans le quartier, je la gueule, le monde qui s'organise pour pouvoir survivre. C'est de la en marge du survie, système. là. Oui, c'est de la vraie survie. Il y a plein d'organismes qui manquent d'argent, qui manquent d'entretien, qui manquent de monde, qui manquent de bras. Fait que... Ah, mais hey, sais-tu qu'est-ce qui est dangereux? Les islamistes radicaux. Oui, les islamistes radicaux. Allez chier avec ça. Sérieux. Puis les fucking prières de rue. Fait que, c'est ça. Petit hommage à Paul Ross, qu'il puisse se reposer en paix. Qui mange un petit bucket de poulet au paradis. Peu importe où il est, je souhaite tous les buckets et tous les petits chapeaux en papier de la table. Oh mon Dieu, quand même, c'est triste. Je savais pas que tu allais sortir ça. Tu m'en avais parlé, mais tu m'as pas dit c'était quoi. Oui. Je vais rebondir sur quelque chose d'un petit peu plus, peut-être un petit peu plus lumineux. Oui. Encore une BD de comic book. Est-ce que le nom de Mark Miller te dit quelque chose, Guilla? Peut-être que tu as déjà entendu son nom. Mark Miller, c'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas genre le Jeffrey Epstein du Québec? Non, on parle pas de la même personne. Okay. Je sais pas ce que t'entends, là, mais... le gars qui a comme des dents blanches qui ont de l'air radioactif. Non, c'est un auteur de bande dessinée écossais qui a laissé sa marque sur le comic book, qui a entre autres travaillé sur Kick-Ass, Kingsman. Ah oui. Il y a beaucoup de ses propriétés qui ont été adaptées au cinéma. Regarde, après ça, dans ses temps libres, il fera bien ce qu'il veut. Écoute, il peut bien faire blanchir ses dents s'il veut. Mais je pense pas que sur des îles secrètes. Ah oui, hein? Donc, Mark Miller, il est très, très, très prolifique. Puis bon, il a signé une entente avec Netflix il y a quelques années pour adapter certaines de ses propriétés parce que c'est un creator, donc il crée aussi ses propres propriétés pour les adapter pour Netflix. Mais là, il va se lancer dans un projet qui lui tient à cœur depuis quand même très longtemps parce qu'à 13 ans, il avait envoyé un pitch à un éditeur de DC Comics qui s'appelle Julius Schwartz, qui a été très, très longtemps chez DC Comics. Et son pitch, en fait, c'était une histoire, là, c'est très enfantin, on s'entend. Là. Imaginez là, qu'il y a un portail qui s'ouvre autour de la Maison-Blanche, puis il y a un dragon qui en sort, puis il attaque les États-Unis. Ah, quelle horreur. Excuse-moi. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. En fait, Julius Schwartz a pris le temps de répondre au très jeune Mark Miller. Okay. Et
43 ans plus tard, cette histoire va vraiment prendre forme parce que Mark Millar a lancé une campagne de Kickstarter pour ce qui est du premier volume d'une série de 4 qui reprend la prémisse de base de l'époque. Donc, la prémisse, c'est très, très simple. Là. On mélange médiéval fantastique. Il y a des portails qui s'ouvrent un peu partout aux États-Unis, autour de New York, des grandes villes, et de ça en sortent des créatures qui sont fantastiques, que ce soit des dragons, d'autres types de créatures comme des gobelins, et aussi des barbares, et prennent d'assaut et finissent par s'emparer du pays. Et là, ce qu'on nous dit dans la présentation du projet, c'est que c'est très rigolo, là, on s'entend, mais c'est aussi très sérieux. De la façon que c'est traité dans la bande dessinée, ça reste, entre guillemets, radiophonique, très plausible. C'est présenté comme un Independence Day rencontre Game of Thrones. Let's go! Allons-y. Donc, le premier volume est déjà en vente sur le Kickstarter de Mark Millar. Et l'art est signé par un certain Valerio Giordano, puis son coup de crayon est très intéressant. Donc, je sais que la prémisse est un peu conne, là, mais... en même temps, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, ça semble être traité avec full de sérieux. Fait que moi, le fait qu'on assume la prémisse, j'embarque full on. Vous avez un mois pour participer au Kickstarter si ça vous tente. J'imagine qu'éventuellement aussi, ça sera disponible. C'est combien le Kickstarter? C'est peut-être je pense que ça revient d'une cinquantaine de dollars, là, mais vérifier le prix, là, c'est quand même assez dispendieux. Il y a toujours façon de collaborer, mais de contribuer sans obtenir quelque chose. Il y a des gens, des fois, qui font ça. Moi, je vais probablement attendre que le volume soit disponible. C'est une chose que les gens font maintenant, c'est ils s'assurent un tirage premier avec un Kickstarter, mais après, ils le lancent éventuellement plusieurs mois plus tard, voire plusieurs années plus tard, pour le public au grand complet. Puis ça m'étonnerait que Mark Millar s'empêche de vendre une bande dessinée à son public. Il y a quand même un très bon following. Puis c'est ça c'est ce projet-là, c'est en marge de tout ce qu'il développe avec Netflix, parce qu'il y a, comme je disais, une entente avec Netflix pour développer des trucs. Mais ça, pour l'instant, c'est à lui. Si pas un projet indépendant, let's go. Ça me fait penser, juste la prémisse de comme c'est un petit gars qui écrit une lettre, tout ça. Ça me fait penser à Marge qui avait écrit à Ringo Starr pour lui envoyer un portrait, puis genre 20 ans, 25 ans plus tard, elle a une réponse de comme... Cher Marge, j'ai aimé votre portrait, signé Ringo. Mais moi, je trouve ça malade parce que dans le temps, ça arrivait souvent que tu recevais des lettres de refus quand tu envoyais un pitch. Oui. Je veux dire, l'industrie de la BD était pas, comme aux États-Unis, n'était pas comme aujourd'hui, on s'entend. Là, c'était peut-être moins accessible. Bon. Mais les gens prenaient le temps de répondre et on pouvait même présenter ses portfolios en congrès. C'est des choses qui est plus rare aujourd'hui, quoique des fois, il y a des événements spéciaux. Là. Mais bon, il y a eu une petite réponse. Puis regarde, Mark Millar a fini par être un homme qui fait de la BD, qui est très prolifique, puis qui a laissé sa marque. Donc, bravo, Mr. Millar. Gardez votre enfant intérieur, c'est ce que je veux dire. Il me reste 2 nouvelles. Vas-y. J'ai une nouvelle dystopique terrifiante et une nouvelle dystopique farfelue. Laquelle des deux tu veux? Les deux sont pas mal ce qui se passe en ce moment, donc allons-y par le terrifiant. Par le terrifiant, ça vient, j'en ai entendu parler dans le super podcast Olivier Niquette en jaquette, qui se trouve à tous les matins sur audio. Puis là, je vais le lire parce que c'est très complexe, puis je veux pas dire n'importe quoi. C'est qu'on est rendu à faire pousser des cerveaux humains. Nice. Pour faire des ordinateurs. Ça, c'est la prémisse. Okay. Donc... déjà là, il n'y a plus rien qui me surprend, là, en fait. Oui. Donc, ça dit, une start-up suisse vient de concevoir un mini-cerveau en laboratoire avant de le relier à une interface informatique lui donnant à l'écran l'apparence d'un papillon volant sans qu'aucun humain ne le dirige. Une réalisation qui remet en cause les barrières entre réel et virtuel, ainsi que notre concentration notre conception de la conscience. Il a d'abord fallu développer à partir de cellules pluripotentes humaines des organoïdes, entre guillemets, sorte de mini-cerveaux cultivés en laboratoire et maintenant en vie dans un milieu nutritif au sein d'un incubateur à 37 degrés Celsius. Ces cerveaux créés ex nihilo, donc en dehors du corps de ça, ont ensuite été reliés à une interface informatique par un réseau d'électrodes et de simulations chimiques assurant une communication des signaux électroniques à double sens. L'interface numérique pouvait transmettre au mini-cerveau des stimuli, des inputs et traduire leurs réponses en output. Dans un premier temps, le papillon volette de manière aléatoire. Les chercheurs ont alors entrepris d'apprendre au cerveau à se diriger
ou à diriger le papillon en direction des clics effectués dans son champ visuel de vision par l'opération humaine. Donc, des cerveaux humains créés en laboratoire sont capables de jouer à l'ordinateur. Nice. Hey, ça me tente plus, là. C'est rendu là. C'est-tu encore de l'intelligence artificielle? Non. Ou rendu là, non. On est en train d'imprimer des humains rendus là. Ben, c'est les balbutiements de ça, exactement. Oui, ben oui. C'est ça, oui. Mais je trouve ça absolument effarant. Ça me fascine, mais ça m'effraie en même temps, ouais. C'est ça, mais t'imagines, quelle vision d'horreur rentrer dans un laboratoire où t'as comme 200 cerveaux humains imprimés. C'est ça qui est fascinant. Oui. J'ai une image, là, je la vois, là, l'entrepôt avec c'est même Star Trek rendu là. Star Trek? Star Trek. J'ai dit Star Trek. Tu l'as dit un peu à la meilleure beau-soi, genre, comme Star Trek. C'est très Star Trek. Oui. Oui, c'est... Pire que ça, on dirait du Cronenberg. C'est du Cronenberg, c'est du Existence. Oui, c'est du Existence. C'est dans le podcast de... Faut que je donne le crédit à Olivier Niquette. Il a dit c'est Johnny Mnemonic. Ah, il connaît la référence. Oui. Tu savais qu'il utilise un dauphin comme une clé USB dans ce film-là? J'ai jamais vu Johnny Mnemonic. 512 MB de clé USB, toi, mon cher. Dans le péteux d'un... Oui, puis d'ailleurs, cette séquence-là se passe sous le pont Champlain. Le pont Jacques-Cartier. Montréal, Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est là que le dauphin était dans un petit... Absolument. Là. Fait que c'est ça. Wow. Si le monde dans lequel on vit était pas encore assez fucked up pour vous, ben là, je sais plus ce que ça prend. J'ai vu un mème aujourd'hui, puis je l'ai trouvé très bonne. C'est quelqu'un qui est en train de manger avec son ami, puis elle dit « Ah, check ça! » L'article de The Onion, puis il tend son téléphone, puis elle lit, puis elle dit « Ah, c'est une nouvelle du Times. » Ouais. T'sais. Oui. Mais ça parle... Il y a eu une nouvelle qui a été partagée sur le Discord de la semaine passée, je me souviens pas c'était quoi, mais j'ai eu un moment où j'ai douté si c'était une joke ou pas. Puis c'était tellement sa ligne que j'arrivais pas à déceler si c'était de la satire ou de la réalité. Mais fou, oui, hein? oui, on est dans cette réalité-là. Ouais. La période de reconstruction après tout ceci sera... on sera pas là. Non, c'est vrai, ils vont nous éradiquer 8 fois. Ouais, tout le monde est les premiers. Genre. Des gens qui font de l'humour. Non, on est... non, je pense qu'on est safe jusqu'à un certain point. Ok, ouais, c'est ça. Sur la charte de couleurs, on est oui, encore passable, non, on n'est pas les premiers. Selon le plan qu'ils veulent mettre en place. C'est pas nous les premiers, mais on est... Tu sais, à la fin, quand ils raclent le fond, là, ils savent plus, là, comme, puis au lieu de s'entretuer, ils vont comme nous. C'est nous autres. Ben oui. Les artistes des années 30 sont les podcasteurs d'aujourd'hui. C'est le fun, hein, parce que, tu sais, les artistes sont sur de la merde, ça sert à rien, ils ont pas d'importance, mais c'est tout le temps les premiers à partir. Oui. C'est drôle, hein? Bizarre. C'est quoi ton autre, là, pour qu'on mette un petit peu de couleur là-dedans? Écoute, es-tu abonné au service Amazon Prime? Malheureusement, oui, je dois dire que oui. Si tu tapes dans ton moteur de recherche Amazon Prime... Les fesses. Les fesses. les tatons jouent plus. Les tatons jouent plus. Ah, je pense que c'est un... les tatons qui jouent plus, les tatons jouent plus. Ah ben, t'as de la ville. Les suceuses, c'est une sorte d'insecte, ça. Ouais, c'est ça. Non. C'est vrai, baboucha est effrayant. Oui, parce qu'elle est consentante à tout ça, ce madame-là. Oui, c'est ça, oui. Et voilà. C'est un film de fesses. Ah, ben bonjour. Non, les abonnés de Prime, si vous tapez James Bond en ce moment. B-O-N-N. B-O-N-D. Oui. Pendant quelques heures, quelques jours sur Amazon Prime, il avait remplacé tous les posters des films de James Bond pour... les posters originaux des films qu'on connaît depuis toujours. Sauf que par intelligence artificielle, il avait amené une petite modification. James Bond ne tient plus son fameux fusil. Ah, come on. Ouais, je sais pas pourquoi. Ben, tu sais, je veux dire, je me doute pourquoi ils ont fait ça. Mais à un moment donné, c'est iconique du personnage. Puis tous les posters... Tu te rends compte que tous les posters de James Bond, il tient un gun. Il a tout le temps son gun. C'est ça. Là, c'est un film d'espion où il tire du gun. Mais là, c'est que ça donne des images où t'as genre Pierce Brosnan, les bras croisés, que clairement, il devrait tenir un fusil dans ses mains, mais il a juste la main dans le vide. Il y a un chou-fleur à la place. Puis t'as l'impression que c'est ton papa qui rentre dans la pièce en disant comme... T'étais-tu en train de te passer un wallet? Tu sais, toutes les posters... mon Dieu, c'est bizarre. Il y a monde qui ont fait sûrement des screen captures de ça. Oui, il y en a. Tu sais, genre le poster de Skyfall, c'est Daniel Craig qui a l'air de sortir de la douche. Parce que normalement, il a son hostie de gros gun. Ouais.
Fait que c'est complètement taré, évidemment. C'est absurde, man. Évidemment, les gens ont fait comme ben non, mais là, c'est donc ben laid, pis tu sais, en plus, tu le vois que c'est généré par intelligence artificielle. Fait qu'ils ont retiré ça pour mettre des frames des films de James Bond à la place. C'est quoi le calice de problème, là? Mais toutes des frames où James Bond n'a pas plus de fusils. Déjà là, bon, ok, tu fais, bon, c'est un plan du film, ça va, mais je veux dire, juste le logo de James Bond, le set reprend la fameuse crosse du fusil et ça se termine en gun. Le logo de James Bond, c'est un fusil. Non, mais je veux dire, c'était quoi la priorité, là? C'était quoi l'urgence là-dedans, là? Je sais pas. Est-ce quelqu'un qui voulait justifier sa job? Je sais pas. C'est que ça sonne ça, là. Jeff Bezos, il a vu ça, puis il a fait comme « Ah non, ça va te donner des idées à des gens que je serais le prochain. Oui, c'est ça qui va enrager les gens en ce moment, c'est les guns sur les vieilles pochettes de James Bond. C'est Sean Voyons. Connery qui est mort depuis 6 ans. Sacrement. Mais... C'est... Chris! Mais ce qui m'inquiète de cette décision-là, c'est que tu fais... Là, c'est déjà une décision de cave prise par des gens chez Prime. Puis on peut se dire, bah, tu sais, c'est à l'interne que ça se prend, ces décisions-là. Sauf que Mais quand même. Amazon est propriétaire de la propriété Oui, intellectuelle. maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Le IP leur appartient, Oui. donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec Parce ça. qu'ils possèdent MGM, puis maintenant, c'est MGM qui appartient. Puis là, moi, je vois ça, puis je suis comme, hey, bonne chance, Denis Villeneuve, avec ton film, parce que c'est Denis Villeneuve qui réalise le prochain James Bond. C'est à quoi ça me fait penser, c'est drôle, mais c'est quand Spielberg, il l'a regretté d'ailleurs, Oui, qu'il a oui, remplacé pour les E.T. guns par des walkie-talkies dans E.T., Oui. tu sais, mais là, Oui. c'est sur les Des lampes de pochettes. poche, puis tout Ouais. ça. Ouais. C'est ça, c'est que là, on refait des pochettes d'un personnage iconique pour son fameux pistolet qui est... Ah, j'avais le piqué, quelque le chose, Piqué... Piqué je sais Souban. trop, ouais, Walter PPK. Hmm. Fait que, ouais, c'est ça, ça fait partie C'est comme... whack. Comme la voiture, comme le martini, ça fait partie de son saut rendu là à voir ce fusil. Mais c'est parce que je vois pas ce que ça change que le gun soit là ou pas. Je sais pas. Qu'il soit là, je comprends, ça fait partie du... Tu sais, t'achètes pas tu vas pas louer un James Bond pensant que tu vas avoir, je sais pas moi, une comédie romantique. Mais là, c'est parce qu'on dirait des posters de comédie romantique où il y a juste un dude. Il y a pas d'explosion, il y a pas... Un des films s'appelle quand même le fusil d'or. Ouais, Golden Gun. Ouais, ça, Golden Gun. L'homme au pistolet d'or. T'es comme... Ça s'appelle juste Golden. Golden... Ouais, ça. Man with the Golden. Man with the Golden. Puis là, c'est Turner et Hooch. Ah, ben oui. Mais le chien il meurt à la fin. Le chien meurt à la fin. C'est triste. Mais tu fais comme... Justement, c'est quoi l'urgence? C'est quoi l'idée? Depuis Dr. No, les pochettes ont des fusils dessus. Hey, ça sert à rien, je trouve ça complètement c'est tellement débile. mettre. C'est comme... Est-ce que c'est comme pour... Parce qu'il y a des groupes qui diraient qu'il faut pas que les jeunes voient ça. Tu sais, les enfants ont le dos large à un moment donné. Là. Si t'es pas capable de surveiller ce que ton kid fait sur Internet, c'est ça le problème? Ouais. Ben, je sais pas si c'est ça. Je sais pas. Dans l'article que j'ai lu, il y avait... Ça disait Amazon n'a pas donné suite au courriel qu'on leur a envoyé. Ils ont répondu... C'est une décision à l'interne. Ils ont dû faire, ouais, en ce moment, les fusils, il faut en montrer le moins possible. Mais c'est peut-être dû à tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Exactement. Puis tout le... Et puis ça va vraiment changer le ton. Là. Ça va changer quelque chose. sûr. Que James Bond, un personnage de fiction qui a toujours un gun, en est plus soudainement. Mon Dieu. T'sais, si c'était juste ce qui est en ce moment, là, c'est juste un frame du film où, mettons, on voit James Bond en train de se battre avec quelqu'un à coups de poing ou ces affaires-là, ou une poursuite de voiture, fine. Mais là, de retoucher les posters en intelligence artificielle en plus, c'est très douteux. On s'entend là, dans l'échelle des priorités, là, on charle en ce moment, puis c'est très très bas, là, mais c'est juste ça parle de l'époque dans laquelle on est, j'ai l'impression. Oui. C'est ça qui est décevant. Oui, complètement. Maudit Snowflakes. Ouais. En tout cas, on peut-tu décharger les dragons sur la Maison Blanche? Ben écoute, rendu là. On va... j'ai juste une petite dernière nouvelle vraiment rapidos pour les gens qui sont amateurs de comic book. Il y a un nom qui a marqué l'industrie du comics depuis très 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 longtemps. C'est encore un gars comme Mark Millar qui était super prolifique, qui a écrit pour Marvel et DC, qui a créé ses propres Creator, donc les BD pour lesquels il garde encore les droits. Ouais. Son nom, c'est Brian Michael Bendis. Il a écrit pour Marvel pendant très, très, très longtemps et son œuvre a beaucoup influencé le Marvel Studios. Donc, il y a certaines des personnifications, des histoires qu'il a écrites qui ont été adaptées au grand écran. Fait que dans les films du MCU, il était remercié entre deux gars qui amenaient les cafés. Oui, c'est presque pas une blague. Et en fait, il faisait partie aussi d'un genre de conseil qui était assemblé de créatifs pour conseiller
conseiller Marvel Studios, qui a finalement été aboli, là, mais ce conseil-là a été là pendant un moment. C'est lui qui est, entre Je sais pas autres... si ça a un impact sur les films d'abolir ces postes-là. Je sais pas. Il peut au moins y avoir une partie de l'argent qui est dû pour avoir créé ces affaires-là puis une grosse entreprise. Je comprends là, qu'il pouvait siéger sur un consortium quelconque. Là. Mais bon, c'est le co-créateur, un des créateurs chez Marvel qui a travaillé aussi et qui a co-créé le Ultimate Universe, qui était une espèce d'étiquette à part là, où on avait un peu rebooté l'univers de Marvel Comics. C'est lui aussi qui a co-créé le personnage de Ultimate Spider-Man. Miles Morales, c'est également lui. Puis après Marvel Comics, il a fait un saut en 2017 vers DC Comics. Il a écrit entre autres Superman pendant très très longtemps. Ah oui. Et il a quitté en 2021. Il y a encore certains de ses titres qui sont publiés chez Dark Horse Comics, donc c'est ses Creator-Owned. Certaines de ses séries Creator-Owned sont là. Et là, si la rumeur s'avère vraie, il va faire un retour chez Marvel Comics prochainement. Ce qui serait pas surprenant, c'est quelqu'un qui a attiré beaucoup de lectorat, justement, de lecteurs. Et donc, il y a le New York Comic Con qui s'en vient bientôt, les 9 au 12 octobre prochain. Donc, c'est cette semaine, vers la fin de la semaine. La semaine prochaine? Anyway. Fait qu'on risque d'avoir une annonce d'ici là. C'est pas confirmé, mais ça a été partagé par un site qui s'appelle Bleeding Cool News. Habituellement, Bleeding Cool News, quand ils annoncent quelque chose, ça s'avère être véridique parce qu'ils ont des bonnes plugs. Ça sonne clickbait, mais bon. Non, c'est que le gars, il est très excessivement plugué. Non, je veux dire, comme nom de site, ça sonne clickbait. Ah oui, mais... puis je te garantis qu'à la quantité... Hey man, c'est le seul site que quand j'y vais, ça fait crasher mon furteur tellement qu'il y a de la pub sur... Il y en a trop, en fait. C'est abusif. C'est abusif. Mais niveau des adblocks, les amis? J'ai même avec mon adblock activé, c'est impossible. Ça fait crasher. Je sais pas comment expliquer. Puis tu sais, comme des fois, je lis l'article, puis là, il y a comme on dirait des pubs qui ont oublié de charger. Oui. Là, ça me pousse mon texte, j'ai aucune idée où je suis rendu. Mais bon, fait qu'on verra pour Bendis. Si c'est confirmé prochainement, je vais vous en reparler, c'est certain. On a fait le tour, je pense, Guy. T'as rien d'autre, toi? Go les Blue Jays. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'as pas parlé, t'es allé à Boston? Oui, je suis allé à Boston pour voir une projection avec Julien, avec qui je fais Opération Barre de Snoche. Sure. Puis le scénariste-réalisateur Eric Koboulian. J'avais même pas encore soupé. Lundi, là, il y a une semaine précisément. Il est 19h, j'ai même pas encore soupé, puis il nous écrit dans une conversation « Hey les boys, demain je m'en vais à Boston voir One Battle After Another en VistaVision. » C'est quoi VistaVision? J'y arrive, mais là, je suis comme « Attends une minute, là, je vais juste souper, puis je te reviens après. » Puis comme « On partira à 8h demain matin. » Je suis comme « Chris, c'est dans 11h ça. » J'ai fait « Hey, oui, allons-y. » Fait qu'on s'est rendu à Boston pour voir One Battle After Another en VistaVision. VistaVision, c'est un format très populaire dans les années 50-60, au lieu que... Là, ça va devenir très geek. Oui, vas-y, geek de cinéma. Normalement, sur de la pellicule 35 mm, la pellicule défile de haut en bas. Ouais. De bas en haut. Okay. Du bas vers le haut. On va faire confiance, je sais pas. En tout cas, peu importe. C'est un mouvement vertical. Le VistaVision, le film... La pellicule sur laquelle on enregistre le film est mise sur le côté. Okay. Donc, un film normal est diffusé sur 4 perforations. Si vous avez l'image d'une pellicule en tête, il y a des perforations. Bon, l'image occupe 4 perforations. Sur le VistaVision, comme on enregistre sur le côté, c'est sur 8 perforations. C'est à peu près l'équivalent de faire un film en... Tu sais, on a du 4K, 8K, 16K. Ouais. C'est l'équivalent de faire genre sur du 128K. OK, c'est débile, là. C'est une... Oui, c'est une résolution. Ça paraît, fou. là, tu le vois. Là. Ça paraît, l'image est hyper crisp. Ce qui est le fun, puis en tout cas là, le film à Boston, dans la salle où on l'a vu, c'est une des 4 salles dans le monde qui présente le film dans ce format-là. Wow. Donc il y a New York, Los Angeles et Londres. Et c'est Paul Thomas Anderson, le réalisateur, qui a insisté pour que le film soit projeté dans cette salle-là à Boston, le Coolidge Corner Theatre, qui est un de ses cinémas préférés dans le monde. Puis il a dit, s'il y a un cinéma où je veux que ce film-là soit projeté, c'est celui-là. C'est un cinéma fondé en 1933. Nommé en l'honneur de Jennifer Coolidge. Nommé en l'honneur de... Wow, yes, it's my movie theater. I can masturbate. En tout cas... Il avait 38 ans quand il était dans American Pie. Oui, je sais. C'est une MILF. J'ai eu 36 la semaine passée. Ça me fait capoter. Mais bref, c'est ça. Puis fait que c'est Paul Thomas Anderson qui a supervisé
l'installation. Puis c'est un vieux projecteur prototype fait par la Paramount. Certains disent qu'il est hanté. Oui, il y a le fantôme d'Orson Welles dedans. Là. Ouais. Yes, it's my movie. À la fin de sa carrière ou quand ça a commencé? Ben là... Parce qu'il y a un fantôme qui va être plus blasé que l'autre. Oui, absolument. Mais c'est ça, donc ce projecteur prototype-là de la Paramount était dans un musée près de Boston. Wow. Et il y a beaucoup de nerds, il y a beaucoup de geeks là, à Boston. Ouais. Fait que tu sais, t'as le MIT puis le Boston Mechanics qui sont à côté, qui ont rafistolé ce projecteur-là pour le rendre fonctionnel, opérationnel. Ils ont pu l'installer dans la salle de projection pour que ce soit diffusé sur le plus grand écran. Vous voyez que ça sert à quelque chose de prendre des Tylenol quand vous êtes enceinte? Mais c'est une des plus belles expériences de cinéma que j'ai eues. La salle était-tu respectueuse? Justement, j'imagine que ça devait être des geeks. Ce qui était fou, parce que pour ceux qui n'ont pas vu One Battle After Another, c'est un film qui parle c'est une histoire, pour faire un résumé court d'un film qui en dure presque 3 heures. C'est un ancien révolutionnaire joué par DiCaprio qui est rendu PTSD de son époque où il fabriquait des bombes pour des mouvements révolutionnaires. Qui un jour, lui est père monoparental d'une jeune femme qui a 16 ans et elle disparaît, elle se fait kidnapper, elle est pourchassée par des gens de l'armée américaine. Puis il y a tout un discours sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Ouais. C'est un film, t'as l'impression, moi je l'ai vu 2 fois, là, je l'ai vu au cinéma du Parc puis à Boston. J'avais l'impression que le film avait été tourné il y a 1 semaine. Tellement il est pertinent et percutant sur ce qu'il dit. Donc, d'être dans une salle, c'est une comédie, là, il y a quelque chose de très drôle dans le film. Comédie dramatique, là, je pense. Comédie noire, comédie satirique. Puis, moi, de mon regard canadien, québécois, je regarde ça, puis je trouve ça drôle de loin, comme on regarde un épisode de South Park en étant comme « Haha, ça se passe pas ici, une petite chance ». Là, je suis dans une salle avec des gens qui le vivent tous les jours. Pour vrai, ouais, c'est ça. Puis qui... Fait que leur rire, pour moi, il était extrêmement émouvant à recevoir. Fait que c'est pour ça que c'est une des plus grandes projections, parce que j'ai l'impression de l'avoir vu dans le feu de l'action. T'as mis une photo de la salle, puis moi, c'est ce genre de salle que j'aime, là, les salles comme qui fait penser à des vieux théâtres, des vieux rideaux rouges, puis tu sais, il y a comme des espèce de corniche puis de la décoration un petit peu plus ancienne. J'adore ce genre de style-là. Ouais, c'est l'équivalent pour ceux qui sont allés à Montréal à l'Impérial, qui a un peu ce style-là. Là, c'est un espèce de style égyptien, mésopotamien qui ont voulu recréer. Tu sais, comme il y a le Chinese Theater à Los Angeles, il y a un théâtre égyptien aussi. Tu sais, c'était l'époque où Ils ont-tu une marquise avec des gros néons pis tout? Oui, à l'extérieur. Oui, cool, t'as le gros panneau en néon avec un peu comme ce qu'il y a au cinéma Beaubien, là, exactement. Oui, ça fait un peu penser au cinéma Beaubien aussi. Puis quand tu rentres, c'est marqué Coolidge Corner Theater. Since 1933, donc fondé en 1933. Donc c'est un cinéma extrêmement vieux. Tu peux imaginer tout ce qui a été projeté là-bas. Ce film-là est quand même... il semble avoir la cote. Là, on me dit que c'est quand même un des meilleurs films qui a jamais été fait. C'est probablement mon film de l'année. Là, dans ce qui me reste à voir cette année. Je pense pas que ça va être le film sur Bruce Springsteen qui va battre ça. Là. Même si on sait pas. On sait pas si ça va être bon. The Man. The Boss. The Boss. Fait que, The Man, c'est ça, Becky Lynch. Excusez. Mais non. Si vous pouvez aller voir si c'est pas encore fait, allez voir One Battle After Another au cinéma. C'est un film extraordinairement bon. Génial. Merci, Guilla. Tu me l'as bien vendu. J'irai pas à Boston, mais je vais sûrement l'écouter. Oui, il est au parc. Puis au parc, les gens sont respectueux. Ouais, c'est ça. Où il est en IMAX. Puis ça vaut la peine de le voir en IMAX. Écoute, les 2 dernières expériences cinéma que j'ai eues, j'ai eu des bonnes expériences cinéma. Moi aussi. Mais mon truc, par contre, c'est que j'y allais le vendredi après-midi quand il n'y a personne. Ouais. Allez pas, en tout cas, j'ai un de mes amis qui va aller voir One Battle After Another. Puis non, un soir, puis... c'est une histoire d'horreur, une espèce de gars qui s'est assis à côté de sa blonde qui essayait d'y parler tout le long. Puis le gars qui se prime dans la salle pour vouloir se battre. Ça détruit, ça gâche une expérience pour tout le monde. Ces gens-là étaient de plus en plus galvanisés. Là. C'est comme les crétins se sentent... je
sais pas. Ouais, C'est leur temps, là. Ouais, c'est ça. Hey, on va prendre une petite pause, Guilla. On va parler d'une BD qui n'est pas One Battle After Another, malheureusement. On parle de Depp. One zombie after another. Crush Depp dans quelques instants. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. Si vous voulez donner au Patreon des Mystérieux Étonnants, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode. Il y a aussi un lien sur notre site mystérieuxétonnant.com. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Et en échange d'une contribution qui équivaut d'un café par mois, faites en sorte que les Mystérieux Étonnants peuvent continuer à garder les lumières allumées. 100% de l'argent qui est pris là-dedans est réinvesti dans le projet. Et donc, vous avez des goodies en échange de votre contribution. Vous avez accès à Bifurcation. Il y a un podcast que je fais avec Antoine et Rémi Fréchette. Tu as déjà participé aussi énormément dans le temps, Guilla. On va te inviter quand on va refaire notre mise à jour pour Kevin Smith. C'est certain que tu peux pas manquer ça. Pour Kevin Smith, pour Guillermo del Toro, pour les Coen. Ouais, les Coen, c'est vrai. Les Coen, il y en a un qui a fait 2 films depuis. Oui, j'ai fait... Sont particuliers. Oui, j'ai vu. Particuliers. Okay, on en reparlera. Mais donc, vous avez plein de cycles. Là, on fait un cycle sur Stephen King, l'auteur Stephen King. Ses adaptations. C'est les adaptations dont on parle pendant le mois d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Donc, c'est 4 sujets. Celui qu'on a enregistré on a enregistré 2 en fin de semaine. On a fait The Night Flyer, qui est un film de HBO qui est pas très très connu. Okay. C'est avec qui? C'est avec Colin Ferrer, le gars dans Twin Peaks. Miguel Ferrer. OK. HBO, pas très bon faire des films. Non, surtout à cette époque-là, c'est 97. Oh. Puis il y a une petite sortie en salle l'année suivante par New Line Cinema. Mais ça reste un genre de... D'ailleurs, il est sur YouTube, ça t'intéresse. Okay. Là, il est gratuit. Ça reste une drôle de proposition très X-Fileenne, mais les 3, on a full aimé ça. Okay. Donc, c'est spécial. C'est pas un King connu. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, les films dont on va parler, c'est des trucs un peu plus champ gauche. Tu vois, ça, c'est un téléfilm. Celui dont on a parlé par la suite, c'est Storm of the Century, qui a été une grosse mini-série en 99, jadis, sur ABC. Une mini-série que King a écrit directement en mini-série. Il n'a pas fait un livre qui a été adapté par la suite. Donc, et dans les semaines qui vont suivre, tu vas avoir The Mangler de Toby Hooper, qui est très spécial. C'est comme un giallo, mais version Toby Hooper. C'est très cool. Mm-hmm. Et le dernier film du mois, c'est quoi déjà? C'est Needful Things. OK. Donc, moi, j'ai écouté la... J'ai rien là de ça. OK. C'est tous des trucs, tu sais, c'est pas The Shining ou ce genre de film-là. C'est ça, Carrie ou Shawshank Redemption. Exactement. On est allé plus dans des trucs un peu particuliers. Fait que ça, c'est tous les films de King auxquels vous aurez accès durant le mois sur Bifurcation. Donc ça va être dédié à ça. Puis en plus, je viens de partir un mini-cycle avec un auditeur qui s'appelle Blaise sur Astérix Obélix. Oui. On a fait 3 épisodes à date. On a enregistré 2 autres. Il y en a un autre qui est sorti, tu vois, c'est ce samedi. Puis après Halloween, je vais les refaire passer. Puis on va en mettre une coupe en banque. Comme ça, vous aurez être sûr d'avoir du contenu. C'est une super idée. Ça se lit encore bien, les Astérix. Ça se lit très bien. Puis moi, en fait, j'ai jamais lu les Astérix Obélix quand j'étais jeune. Donc, je les découvre pour la première fois. Il y a plein de bons jeux de mots. Il y a plein de bonnes situations. Je suis pas fan de jeux de mots, par contre. Je comprends. Puis des fois, il y en a qui tu fais comme, hey, je comprends pas ce que je suis en train de lire. Là. C'est ce que j'ai dit à Blaise. Mais Blaise est en français. Il y a comme une sensibilité que j'ai pas par rapport à ça. Il y a aussi un bagage culturel que moi, j'ai pas. Moi, j'y vais avec les yeux d'un néophyte. Puis lui, il va avec certaines connaissances. T'es un peu dyslexique en plus. Ouais, c'est un moi, défi, ça m'aide pas. Je veux dire, ça me nuit. Ouais. Puis tu sais, il y a des jeux de mots que je comprends. Êtes-vous rendu à Astérix en Corse? Non, pas encore. OK, parce qu'il y a un personnage là-dedans qui s'appelle... Pas en Corse. Un personnage là-dedans qui s'appelle O Catarina Bellatrix. En fait, quand je lis les noms, c'est un peu le même problème quand je lisais Le Seigneur des Anneaux. Je peux reconnaître la forme du nom, mais je suis pas capable de le lire parce que c'est pas trop fucké dans ma tête. Fait que je les oublie. Puis même quand je les comprends, je trouve pas ça drôle. Assurance Tourix, c'est le nom du barbe. Je suis comme, OK. Ben, la femme de... C'est qui? Le poissonnier, c'est... Pas ordre alphabétique. On n'est pas rendu encore. OK. Mais en tout cas, ça s'appelle Yellow Submarine. C'est vrai? Oui. OK. Il y a beaucoup de jokes de typographie. En tant que gars qui a étudié en graphisme, il y a genre 20 ans de ça, je les vois, les références. Astérix Légionnaire, là, c'est que des jokes de typographie. C'est parce que chaque peuple a sa façon de parler. Fait que l'allemand, ben le go, il parle... Tu dis le go, toi, ou les goths? Les go. OK, parce que comme c'était G-O-T-H... Ouais, mais en français, on dit les go. OK, parce que, en fait, la joke, je pensais que c'était qu'on appelait ça des goths, parce que, justement, c'est qu'ils parlent en français, mais avec une police de caractère qui est celle qui est la gothique. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, ils parlent en gothique. Mm-hmm. L'Égyptien, il parle en hiéroglyphe. Fait que t'arrives à décoder un moment donné l'hiéroglyphe de ce qu'il dit, puis il y a des petites jokes un petit peu plus poussées pour adultes. Mais plus que ça va, plus que j'apprécie pour vrai. Surtout que là, de plus en plus, les premiers on voit... sont un peu poches. Là. Les premiers sont spéciaux, mais tranquillement, c'est de voir l'évolution en ce qui est devenu Astérix Obélix qu'on connaît. Fait que là, vous êtes rendu où? On a fait les 4 premiers albums. Il y en a 3 seulement qui sont disponibles dans le cycle. Fait que c'est les 2 derniers qu'on a fait, c'est Astérix et les Goths, et le dernier, les Go. Et le dernier, que moi, c'est mon favori à date, c'est Astérix Gladiateur.
Ben oui. J'adore Ben celui-là. oui. Ça a vraiment été mon Il est préf. tellement bon, ça. Mais lui, il va venir après octobre parce qu'on a tous les ceux d'octobre à passer. Fait que, Ouais. tu sais, vous vous abonnez au Patreon tout de suite, vous avez tout le catalogue déjà disponible, ça vous a du contenu en masse. Mais si vous venez faire un album avec nous autres, ça serait bien cool. Je te dirais mes choix. Yes. J'en ai des préférés, évidemment. Puis là. tu sais, moi, je suis l'idiot dans ce podcast-là, dans le sens que je connais pas ça, puis c'est Blaise qui a toute Ouais. l'information. Puis le regard plus du historique, Derzo, là. man, c'est tellement beau. La richesse des décors, la richesse de la plume du Derzo, c'est fabuleux. Blaise m'a appris que plus que ça va, plus que les auteurs se permettent d'élargir le cadre, de mettre les choses plus de l'avant, parce qu'au début, ils sont pas très familiers avec les faits historiques, puis bon, l'apparence de ces choses à cette époque, l'époque romaine, qui était très longue, juste l'époque romaine, c'est large. Mais, fait que, il y a cette évolution-là, c'est le fun à voir. C'est vraiment un beau cycle. Puis, dernière petite parenthèse, je vais me vanter sur une affaire, parce que je pense pas qu'on parlait de la BD longtemps. Non, je te garantis. Quand je travaillais sur l'émission Les Échangistes, animée par Penelope McQuaid à Radio-Canada en 2018, un de nos invités, c'était Marc-André Coallier. Ah ouais, OK. Qui était... Partout où il va, il traîne le livre d'or des 100 watts. Non. Je te jure. OK. Puis là, je suis comme... Je peux-tu le regarder? Puis comme, oh oui, puis signe dedans, c'est pas tout le monde. Ça, c'est le livre que les gens signaient dans l'émission jadis. Exact. Puis là, je tourne les pages, puis là, tu sais, t'as genre Karen Vanasse, tout ça, tu sais, avec sa petite signature quand elle avait 12 ans. Puis là, tu tournes une page Céline Dion. Puis là, t'es comme, wow, minute, là. Puis là, je continue de tourner et une pleine page. C'est Uderzo? Un dessin... de Goscinny, je veux dire, excuse-moi. C'est Uderzo qui a dessiné un Obélix. Wow. Puis là, j'ai le livre devant moi. Mais ça coûte cher. Il est sur une table, là. Ben, t'as un autographe de Céline Dion puis un autographe d'Uderzo qui est un gros dessin d'Obélix. Puis j'ai même pas touché le livre. Je me suis reculé puis j'ai fait... C'est sacré, ouais. Non, c'était pas que c'est sacré. J'ai fait... Il va y arriver un accident. Ouais, je comprends. Tu veux pas être le gars qui renverse un café sur la dédicace de... Exact. Ouais. Puis j'ai fait... Je peux pas toucher à ce livre-là plus qu'en ce moment. Wow. Fait que j'ai eu ça devant moi, un dessin original d'Uderzo. C'est donc bien il reste-tu bien des pages de vierge? Il en reste encore, c'est un immense livre. C'est drôle qu'il traîne encore. Pour les gens à la maison qui savent pas c'est qui, c'était un auteur, c'était un animateur jeunesse jadis, fait que c'était comme the big shit là, à Télé-Québec. Puis il était comme, non, mais signe dedans, puis je suis comme, mais là, je peux pas. Vas-y, tu vas faire partie de... Hey man, si tu le signes, si tu l'avais signé, c'est sûr qu'à un moment donné, cette affaire-là va se retrouver dans un musée. Oui, je veux bien, mais j'ai pas un attachement au 100 watts. Puis là, un jour, il va y avoir une curse, puis là, tous les personnages de l'album vont sortir. Puis... Ah, ben là, on va revoir Uderzo. Ben oui, c'est ça. Puis toi aussi, tu vas être là. Oui, OK, fait que... C'est son Necronomicon. J'imagine, comme toi, c'est Uderzo qui est au volant des décapotable, puis touche pas à ma radio. Puis là, c'est comme Body Cop Movie, pourquoi pas. Donc, c'est ça. Vous n'avez pas accès à ça quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants. Vous avez accès à du bon contenu. Puis d'ailleurs, si vous vous abonnez à travers Discord, vous pouvez demander, à travers la plateforme, demandez-moi le lien vers le Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme Internet, mais sans trop de cul et personne qui accroche son micro. Donc, c'est ça. C'est vraiment... J'ai dit qu'il se passerait un accident. C'est correct. C'est une belle plateforme. On échange des articles, on discute. On écoute aussi des films durant le mois d'Halloween. Il y en a plein qu'on va passer les mercredis durant le mois. Puis c'est pas mal ça. On est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet, aussi Facebook, Instagram puis les autres plateformes de bullshit qui servent à la poussée de courant réactionnaire. Ouais. Fermez Facebook, faites comme moi. C'est ça. Allez donc sur Discord à la place. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Crush Depp. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée publiée chez Mad Caves Comics, ou Mad Cave Studios, pardon. Ça s'appelle Crush Depp de Tim Daniel et David D.B. Hendry et du dessinateur Alex Sanchez. Puis je vais vous résumer ça assez rapidement, messieurs, dames. On vous rappelle que tous les sujets du mois d'octobre, c'est dédié à quelque chose d'horrifique. C'est horrifique à sa manière, OK? Ouais. On suit le personnage de Lena Pearson, qui est l'officier scientifique sur un sous-marin qui est un sous-marin gigantesque qui s'appelle le Absolution, qui est en mer depuis presque 10 ans. On comprend qu'il y a eu une catastrophe écologique sur la Terre. Les survivants ont décidé d'aller dans les profondeurs des mers pour pouvoir survivre. Et là, ils reçoivent un genre de signal de détresse d'un autre vaisseau, et ça fait des années qu'ils n'ont pas vu âme qui vive, donc ils vont à leur rencontre. Finalement, ils tombent sur une espèce de...
comment je peux dire ça, un épave. Ouais, c'est un bateau. D'un bateau, d'un genre de sous-marin. Ouais, mais un gros navire un quand gros même. navire, ouais, c'est gigantesque. Mais c'est un sous-marin parce qu'il y a personne théoriquement qui se posait aller à la surface. La surface semblait inhabitée, quoi, qu'on Ouais. va vraiment jamais dans les détails à savoir pourquoi. Mhm. Et C'est correct, là. C'est correct de pas... tout révèle, dévoilé. C'est Non, ça. c'est ça. Donc, sur place, il y a une espèce de substance. Pensez à The Thing, là, qui s'empare du vaisseau, Ouais, qui c'est rentre dans en le tout cas, vaisseau. On va aller dans les références dans quelques minutes. Là. C'est beaucoup de références. Qui finit par rentrer dans le vaisseau, de s'emparer d'un membre d'équipage un après l'autre, Ouais. assez rapidement d'ailleurs. Ouais. Puis c'est ça. On suit Pendant 5 épisodes. Liliana Pearson. Puis Ben, ce que j'aime, c'est que les personnages sont bien développés puis on s'attache à eux. ta gueule. Tu sais, je fais rien ressentir. Je pouvais rien... J'avais pas d'attache que... Il y a personne qui est développé. Au début, brièvement, c'est l'anniversaire de Liana. Ouais. Puis ils ont fait un gâteau au fromage, mais genre du fromage en tranches, craft, qui ont mis un par-dessus l'autre pour y faire un gâteau. Puis, tu sais, j'étais comme, ok, ouais, s'il y a ce ton-là tout le long, c'est sympathique. Ouais. Il y a comme le côté everyday life qui est le Dans fun. une situation extraordinaire. Un Une peu, situation mettons extraordinaire. l'équipage. Pensez, on suit l'équipage du Nostromo, mais quand ça chie pas. Là. C'est ça, ben exactement. Ouais. Mais ça chie. Deuxième référence. Puis l'autre référence, ben c'est The Abyss. The Abyss et The Thing. The Thing. Fait que, oui, c'est ça. C'est cette histoire-là où, ben, ça vire en genre de mutants zombies qui veulent tuer tout le monde à bord Très d'un inspiré vaisseau. de Cthulhu aussi. Ouais, c'est ça. qui C'est semble l'horreur avoir- cosmique. l'horreur un peu. cosmique qui semble être lié à une conscience qui est commune, mais qui est aussi. Tu sais, genre, cette substance-là est un parasite. C'est en ça, même puis temps. si t'es pris par ce monstre-là, ta propre conscience a un certain temps où est-ce qu'elle réalise ce qui Ouais. arrive puis essaye de s'en extirper. Mais elle se fait absorber ultimement. C'est ça. Fait que tout le monde devient une espèce de bonhomme gonflable de pu. Oui. Puis- Ouais, beaucoup de pu. C'est ça. Ça se lit vite. Pas assez vite. Pas assez vite. Moi, je soupçonne que tu l'as pas fini. Oh non, Tu l'as fini? j'ai lu Tu l'as au oui, complet, ben, oh shit. on spoil à l'émission, là, Oui. mais oui, à la fin, elle débarque sur une île, puis bon, il y a... Elle est possédée. là. Puis elle est possédée. Puis il y a un gars qui... Ben, tu possédé? Tu l'as interprété comme ça? Sur les pieds, il y a comme genre de l'algue. Et fait comme moi, je Ah, l'ai conclu ouais. que c'était elle qui était. Elle était aussi possédée, infectée par qu'importe qui s'est envahi du. Ouais. Qui a filtré le vaisseau. ça- tu sais. Mais j'aurais pu te dire cette fin-là au début. Tu sais, ce qui est plate, Ouais. là, puis je vais juste mettre un peu la table, là, c'est que on a parlé de Ataboy, Yoann et moi, il y a quelques semaines de ça, il y a plusieurs mois de ça, une BD qui avait été publiée par Mad Cave Studios. Et donc, j'avais été agréablement surpris Mhm. par ce titre-là, qui est un studio, une maison d'édition un peu plus indépendante. Là. C'est pas Marvel, DC, Image ou Dark Horse, mais quand même. Et en faisant une recherche pour les sujets pour le mois d'octobre, je me dis tous les sujets du mois sont dédiés à quelque chose qui s'apparente à l'horreur. Et là, je me dis, hey, ça fait partie de la liste des meilleurs comics d'horreur de 2025. Je l'ai téléchargé pensant que ça allait être une bonne BD à parler avec quelqu'un. Finalement, c'est très ordinaire au point où est-ce que je me suis demandé, y a-t-il une job d'édition là-dedans? Ouais. D'un, là, je veux dire, moi, j'ai... L'histoire, elle est cliché, mais le fait que quelque chose est cliché, ça veut pas dire nécessairement que c'est mauvais. Non, parce que The Abyss, c'est full C'est cliché Tu sais, aussi. The Abyss, C'est un huis clos comme il y en a d'autres. Mais là, tu sais, tu sais. The Abyss, c'est une reprise de Alien. Sure, aussi. exact. C'est le Alien que James Cameron n'a pas fait avant de faire Aliens. Exact. Mais le traitement est tellement mal maîtrisé. Je trouve que le Ouais. rythme est dégueulasse. Tu sais, puis ils ont été deux scénaristes là-dessus. J'ai pas l'impression que c'est des gens qui ont Ouais. travaillé sur Puis beaucoup la de temporalité, Hey, fuck, est all over the compliquée place. pour man. rien. Non. ça commence toujours en genre de flash-forward de « il s'est passé quelque chose ». Puis là, on tombe dans le Comment on est arrivé « a là? few moments before ». Mais tu sais, à la fin, il n'y a pas de retour à... Ben, c'est deux grandes trames. Tu as ce qui se passe Ouais. actuellement, puis on te montre comment on s'est rendu là. Puis on alterne tu sais, au début de l'album, c'est qu'est-ce qui se passe, puis là, on voit comment on s'est rendu là. Ouais. Mais il n'y a rien. Tu sais, il n'y a rien qui surprend dans le parcours, il n'y a rien qui te fait. Tu sais, au moins, s'il y avait quelque chose dans la personnification, dans les idées qui sont amenées, dans. Même, je te dirais, le dessin. Si le dessin Ouais. pouvait être. Le dessin est dégueulasse. Ouais, ben, on comprend pas ce qu'on voit souvent. Souvent, puis c'est pas juste quand on a affaire à des créatures cthulhudiennes, là. Mhm. C'est dégueulasse. Ouais. Puis C'est parce qu'il y a des personnages qui se ressemblent. énormément. Aussi, il y a des styles... Ben, quand tu sais pas dessiner, c'est sûr que des personnages. oui, mais tu sais, t'as comme deux frères dans... Ouais. Puis c'est pas le band, puis c'est pas l'émission de télé avec Louis Oliva. Les cartes de Magic, par exemple. Les ça, ça, cartes Magic de deux frères. C'est vraiment Et c'est les deux frères verse deux fois. C'est autant le band que Louis Oliva. Exactement.
mais avec Benoît Langlais. Puis Ouais, salut. c'est juste que ça, t'as deux personnages de frères qui se ressemblent. Ouais. Puis là, à un moment donné, je suis comme, là, c'est lequel des deux qui est censé être Exact. le bon puis le mauvais, qui est Mhm. possédé. Un moment donné, ils se mettent à crier sur Harper. Ouais, ils crient Harper. Puis là, t'es comme, là, Harper, c'est-tu un gars qui est possédé? Je me suis posé Parce la que même t'as un question. monstre au-dessus d'eux. Puis là, t'es comme, ils crient-tu Harper parce qu'ils ont vu Harper devenir un monstre? Mais là, plus tard, on trouve Harper qui finalement est le good guy, de ce que j'en ai compris. Fouille-moi, man. Puis j'étais comme, mais là, il était pas mauvais tantôt, puis il était pas transformé. Ok, est-ce que ça veut dire que les bébites peuvent retrouver une forme humaine? Exactement Mais la non. même question que je me suis posée. Je vois exactement la planche dont tu parles. Parce que quand il crie, il est en forme humaine. Fait que Ouais. tu dis, OK, il est devenu normal? Ou Ouais, je me c'est trompe ça. de personnage? Ou on... Puis finalement, On c'est est un où, autre là? dude C'est un autre complètement dude qui n'a par pas rapport. rapport. Fait que tu peux pas t'attacher à aucun personnage Non. là-dedans, même pas Liana. Moi, ma théorie sur Crush Depth, c'est des gars qui ont développé un scénario de film. Ça feel comme ça. Ça arrive des fois. On en parle à l'émission, Oui. ça arrive des fois que c'est des pitchs pour le pour J'ai les studios. l'impression que c'est un pitch de studio. Pas un très bon pitch, par contre. C'est ça qui est Ben triste. non, tu comprends pourquoi ils se sont fait dire non. Ouais. Et il y a un éditeur qui a fait, ben si vous le faites en BD, on va l'éditer, 5 numéros. Mais en fait, souvent, c'est le contraire. C'est que c'est des BD qui sont faites pour faire des pitchs aux studios. C'est Il y a ça souvent aussi, par il y le a ça que passé. j'ai ressenti Ouais. aussi. Ouais. Puis, tu sais, toute l'intro fait très film, en Mhm. fait. Justement, tu sais, c'est son anniversaire, sa réaction à « vous me faites un gâteau au On fromage ». met les bases de l'équipage qui Exact. leur Mais c'est parce lien. qu'après ça, il n'y a plus de développement En fait, de personnes. à partir du moment que la première... Ça, c'est un moment complètement absurde. Là. Je veux voir comment toi, tu l'as vu. Là. Mais quand ils finissent par ramener une sonde qui a exploré l'épave, Ouais. l'épave qui est clairement contaminée, tout Mhm. ça, ils amènent sur leur bateau, l'Absolution, là, pas le bateau, mais leur sous-marin, leur base, là, leur maison. Et il y a comme une créature... Elle est absolument énorme. Là. C'est gros comme Ouais. un éléphant qui se manifeste, Ouais. qui attaque Lyanna puis son ami, là, Kate, je pense que ça Ouais, s'appelle. Kate. Et il y a comme, je pense, quelqu'un qui lâche un poison qui va asperger, puis c'est pour ça que la créature se défait. Ouais. Mais après, c'est comme la vie continue. Il y a personne qui se pose de questions. Il y a personne qui est en quarantaine. Ils ont Oui. aucun protocole. Puis il y a comme une fiole, à un moment donné, avec des araignées. Ouais. Mais c'est pour faire un truc. Ça, c'est pour faire un tour. Parce qu'à Lyanna, au début... Oui, c'est pour faire un prank à quelqu'un. Mais ça sert à rien. Mais ça sert à rien, Ça puis sert comme- à fuck all. Puis tout le long, j'étais comme, OK, est-ce que dans la fiole, c'est les petites bébites qui vont se répandre pour devenir la créature, Uh-huh. un peu comme Alien, là, finalement? Puis même là, c'est comme, non, c'est juste une fiole, puis ça revient jamais. À la fin, tu sais, je suis retourné là, à la fin de la BD. Elle débarque sur Terre, elle a une espèce de fiole dans les mains qu'elle écrase. Mhm. J'ai pas compris c'était quoi. Non plus. Je sais pas, je peux pas te dire. Je sais pas. Puis le personnage qui est contaminé, Kate, qui finit par boire l'éprouvette. Ouais, Pourquoi elle fait ça? Ça est déjà contaminé. je sais pas. Pourquoi? Tu sais, j'aurais cru que peut-être qu'on la voit mettre ça dans la bouffe ou tu sais, essayer de contaminer les autres. Ou... Tu sais, dans The Thing, on voit pas qui est contaminé. Il y a une raison derrière. Tu sais, il y a un mystère. On sait pas qui est la vraie personne, Mhm. qui est la Thing. Là-dedans, tout le monde est comme contaminé en 3,5 secondes. Ouais. Tout le monde devient un monstre avec une conscience collective dans 3,5 secondes. Fait qu'il n'y a pas de montée. Tu sais, déjà dans le deuxième numéro, l'équipage au complet, il y a passé ou presque. Ouais. Je sais pas. On a l'impression que c'est... Tu sais, des fois, il y a comme... l'histoire va s'adapter au nombre de singles. Puis des fois, on dirait que c'est juste un nombre random qu'ils ont donné à leur série, puis il faut le remplir. Ouais. Moi, j'ai eu ce feeling-là. Cette histoire Ouais, répète c'est du longtemps en 2 remplissage. numéros, c'est ridicule. Là. Ouais. Il n'y a rien qui propulse l'histoire de l'avant. Oh, oui, ça peut être une histoire de 40 pages, merci, Facile, bonsoir, on a exact. fini. Puis ça aurait pu être plus efficace. Peut-être. Avec moins de personnages. Moins de Vraiment, il y a personnages. plein de personnages que t'es comme, OK, lui, il est juste là pour créer un moment de tension, créer de l'action à un moment donné parce qu'il va devenir une Parce qu'il créature. va y Fait que passer. c'est juste pour que à la fin, on ait ce plan-là où est-ce qu'on a genre 8 créatures, 9 créatures qui pourraient attaquer Lyanna. Ouais. Puis qui est comme, oh shit, faut que je m'en aille. Puis finalement, on fait exploser le vaisseau. Puis merci, bonsoir, on est parti. Il y a un plan aussi quand ils découvrent l'épave de l'autre sous-marin de gens qui n'ont pas vu depuis 10 ans. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. Là, ils sont peut-être même pas 10 personnes dans leur sous-marin. Puis c'est quoi Ouais. leur mission? C'est de repeupler la Terre? Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas croisé d'autres humains. Ouais. J'ai pas trop compris à quoi ça servait. Là, mais là, ils explorent cette épave-là. Puis l'espace environnant. Il y a même ce qu'on appelle des cheminées thermiques là, dans le Mhm. fond de l'océan. Mais il y a comme une affaire avec des dents qui est pas une créature, c'est comme quelque chose. J'ai pas trop Ouais, compris. rendu là, Tu te souviens-tu de ça? C'était Non. comme une bouche avec des dents, puis ils font référence aux dents.
c'est comme une formation qui serait due à... Ah, oui. C'est À- une espèce de créature genre Shai Hulud qui aspire tout, là. Mais tu sais, il y a personne qui est surpris par rapport à ça. Ouais. J'ai pas trop compris. Ben, c'est ça, c'est parce Il y a pas d'incidence. Ils voient ça, puis OK. Ça aussi, puis je comprends pourquoi je l'ai oublié, parce que pendant un bout, j'étais comme, ah, ben, ils vont se faire aspirer par Moi aussi, exact. par l'espèce C'est de pour ça que je monstro Shai Hulud, Ouais. puis ils vont explorer ses intestins, puis ça va être ça l'histoire, puis L'histoire. c'est comment on s'en Ça sort. aurait été probablement une meilleure histoire que ce qu'on a Ben, eu. probablement. Mais non, il passe devant, puis c'est comme, ah ouais, c'est la grosse bébite qui mange des affaires, mais finalement. Ben, en fait, il le présente même pas comme une bébite. La façon qu'il en parle, je me suis demandé si c'était comme une expression. Tu sais, comme, j'ai oublié l'expression, mais c'était de quelque chose les dents. Teeth. Ouais. Fait que je me suis dit, c'est-tu le résultat de. Dans le fond des mers, quand il y a des cheminées thermiques, il y a des choses, genre de trucs qui ont l'air de dents qui poussent là, sur les, je sais pas moi, les parois ou je sais pas quoi. Fait que, parce que ce que je regardais, je savais pas si c'était un monde, je savais pas si c'était une formation rocheuse, j'avais aucune idée. Puis comme rien n'est développé, il y a pas d'information. Et le fait qu'ils réagissent pas à cette créature-là ou cette formation-là naturelle, c'est-tu parce que les personnages sont mal écrits ou parce que c'est quelque chose à pas s'inquiéter dans cet univers-là? Ouais. C'est juste mal. Ouais. Puis ça devient, tu sens que ça devient rocheux à un moment donné, tu sais. Oui, vers la fin, là. Je fais juste. Ben, non, mais même au niveau de l'art, tu sais, Oui. en ce moment, je scroll rapidement les premières pages, bon, qu'il y a des affaires qui font plus manga. Le premier plan où tu vois le vaisseau complet, tout stylisé, les personnages sont encore clean, sont encore beaux, puis plus t'évolues dans les numéros, plus ça devient rushé, plus tu sens que les dessinateurs abandonnent le vaisseau en plein naufrage. Oui. Puis tu fais comme, mais dans quel monde ça c'est pertinent, je sais pas. Je vais te faire un parallèle avec une BD québécoise qui, malheureusement, les premières pages de cette bande dessinée-là sont magnifiques. Ouais, chanson noire, je sais. Non, c'est pas ça. Après, c'est du botch. Tu sais, oui, il peut se le permettre. Il grabouillit. Oh, bah, c'est ça, là. Mais non, c'est des blagues. J'ai dit une blague à Jake samedi, puis je pense que ça a mal passé. Je m'excuse, Jake, si tu m'écoutes. Quand il y a eu le set de Vidéoville, j'étais allé voir Jake du gars, tu vois, c'est comme ça qu'on joue de la bass. Je sais pas si c'est mal pris ou pas. Je voulais pas le fâcher, c'était juste une blague. Je m'excuse, Jake. Moi aussi, mais tu sais, je sais pas si le trouvé d'autre. Bon. Ah non, mais attends, je veux dire, faire une mini parenthèse sur des jokes. En tout cas, on est au Saint-Vincent, j'étais avec Jake, puis notre ami Ariel. Puis, je leur informe à Jake et Ariel qu'un cochon peut avoir un orgasme qui dure 30 minutes. C'est très long. Puis là, je m'en vais me chercher un petit drink, je reviens, puis là, Jake m'a dessiné en cochon. Ah, voilà. Puis là, je suis comme, bon, ben ça, c'est la vision que mes amis ont de moi. Ah, c'est fin, ça. Hey, moi, là, voir que je rirais de mon ami, de son handicap, de ses cheveux blancs, de sa voix. Je l'aime tellement, on fait tout le Jake. temps Je l'aime tellement. On fait tout le temps ça. Mais oui. C'est qu'on a sorti une autre drôle pendant ça, j'en ai sorti une autre papier que je t'ai dit. On faisait référence à Jake, justement, durant le show samedi. Je me souviens plus. Je me souviens pas. Il y avait beaucoup qui pourraient passer pour le grand-père de tout il y avait ça. Les jeunes. Ou j'espère qu'il va pas faire des jambettes aux jeunes. Ou on a fait je me souviens pas. On n'est pas le gars pour parler de cette bande dessinée-là. Pour pas en parler, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Là. Je veux pas comme perdre plus de temps de ma vie sur cette bande dessinée-là. Chris, lisez pas ça. Je peux même pas le conseiller pour quelqu'un qui est fan de Cthulhu puis qui veut avoir un set complet d'histoire cthulhusienne. C'est une passe de cash. C'est mal exécuté à tous les niveaux. Puis c'est pas le genre de truc que vous devriez acheter. Là. Ça vaut pas la peine. Il y a d'autres stocks là, chez Mad Cave qui m'intéressent. C'est plate qu'on s'en ait pas parlé. Ben, je planifiais le mois puis je savais pas que tu allais être là aujourd'hui, mais il y a une bande dessinée chez Mad Cave Studios qui est une histoire de baseball, mais avec des vampires. Là, j'étais comme, mais comme dans Twilight. Dans Twilight, les vampires jouent au baseball. Je veux plus jamais que tu fasses référence à ça. Okay? Au baseball ou à Twilight? J'ai écouté Twilight il y a 10 ans de ça dans une salle remplie de jeunes filles pour Monsieur Net. Et je voulais m'arracher à la face. C'était la pire expérience cinématographique. On m'a forcé à y aller. Jamais vu. Puis en ondes, on m'a forcé de mettre un V-neck de Twilight qu'on avait reçu par la c'est maison. Musique Plus ou c'est Monsieur Net qui t'a obligé?
Ouais, c'est l'équipe de Monsieur Net, c'est sûr. C'est pas Musique Plus qui est intervenu là-dedans. Là, mais... Non, mais tu serais pu faire comme, on l'a reçu, fait que pour en faire la promo. Non. Ils trouvaient ça juste drôle de me voir porter un vinaigre de fille, parce que c'était un vinaigre avec une taille de fille. Oui, évidemment. Ouais, évidemment. Alors, c'était drôle, ça, à l'époque. Ah, lol. Ouais, c'est ça. Faites le tour. Crush Depth. Crush Death. Ouais. Évitez ça comme la peste. Moi, je vais retourner voir Blue Crush. Oh, je connais. Le Blue Lagoon. Blue Lagoon. Hey, Guillaume, où on peut te trouver? Opération Beurre de Cinoche, je suis là tous les jeudis qu'on enregistre. Puis Oui. Oscar Donson, on est rendu à notre 50e épisode. Annie Hall de Woody Allen. Wow. Fait que c'est ça, on enregistre demain cet épisode-là. C'est l'épisode de 1977. Fait que ça va être un épisode très geek parce qu'on va aussi parler de Star Wars. Vous allez vraiment rattraper notre époque dans pas long, là. Je veux dire. On arrive. Ben, on est rendu à la moitié. C'est ça. On est vraiment rendu à la moitié du cycle qu'on s'est dit qu'on Sur fait. les Oscars. Parce qu'on va finir ça dans 2 ans, là, si tout va bien. Fait que, ben, même plus que ça, en tout cas. Ça nous a pris 3 ans pour se rendre. Fait que à 50 épisodes. Fait que 3 ans pour techniquement, il y a un revenir. autre 3 ans. Fait on va arriver au 100e épisode, l'année du 100e film des Oscars. Ah, ça qui c'est était cool, prévu. ça. Ouais. Ça, c'est bon. Ok, c'était calculé comme ça? Oui. On s'est dit, ben, tant qu'à le faire, on va le faire de même. Puis, petit rot. J'aime ça quand tu m'appelles de même. Oui. Hein? Tirotte, merci. Mon petit rot. Tirotte, merci. Mon petit rot. Oui, c'est ton nouveau nom. Tirotte, merci. Sinon, je suis sur Letterboxd, le Guilla. Oui. Je ne suis plus sur Facebook. Je m'en suis libéré, mais vous pouvez quand même aller sur... si vous êtes sur Facebook, vous pouvez toujours suivre le petit coin beurré. Ouais. Mais c'est ça. Moi, l'algorithme Facebook me terrifiait tellement je que j'ai comprends. fait, hey, je m'en vais. Je comprends, je t'envie. Moi, je peux pas à cause de ma job, mais c'est que j'ai ça, Mhm. les médias sociaux. Sinon, je vous rappelle, on a un spécial d'Halloween qui s'en vient le lundi 27 dans le cadre du festival Spasme. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. C'est le temps d'acheter vos billets. Vous pouvez venir costumer si ça vous tente. Nous autres, on va l'être. Toute l'équipe va l'être. D'ailleurs, on a un invité spécial un invité surprise qu'on va dévoiler quelques semaines avant. C'est-tu Tim Conway? Ah, t'es proche. C'est un petit Gildor Roy. Il est mignon, lui. J'aimerais ça avoir un Gildor Roy, ça pourrait être drôle. J'adorerais rencontrer Gildor Roy. Fin, Gildor Roy. Ouais, L'air oui. émané Ouais, oui. la bonté. Oh, je voudrais juste qu'il me prenne dans ses grosses mains. Cajole, là, tu sais. Ouais, comme, oui. je fais dodo, Guillaume. Oh oui, qui me fasse des becs en pincette puis qui parte avec un bout de ma joue. Mais non, c'est pas Gildor Roy, malheureusement, mais il y a quand même un invité bien le fun qu'on va révéler. D'ailleurs, cette année, on a un Gildor sujet. Roy del Toro! Se pourrait-il que... Hey, si vous avez vu la bande-annonce de Frankenstein, c'est pas marqué cette phrase-là, là, ça pourrait-il que l'homme soit le... Mais c'est... Soit le monstre. Ouais, mais c'est quoi? C'est presque ça. Ouais, the monster is the human. Quelque chose de Ben même. là, Là. c'est comme des variantes que tu demandes à ChatGPT de la même phrase. Oui, là, c'est- mais oui. Ouais. Oui. Fait que ça, on fait ça le lundi 27 dans le cadre d'Espace, le lien dans le descriptif de l'épisode, en espérant vous y voir. On va tout être déguisé. On a un sujet qui est commun, mais chacun va comme décliner en chronique. Fait qu'on va pouvoir interagir sur les chroniques des autres. C'est vraiment une structure un peu plus intéressante, je pense, que l'année passée, où on va vraiment pouvoir rebondir sur le contenu des autres. Puis un sujet très horrifique qu'on va aussi dévoiler plus tard au cours du mois. Le monde dit, on a encore du temps, je sais, mais là, non. Il reste que quelques semaines. Là. On est rendu là. C'est On dans est- 20 jours, les amis. Oui, c'est vraiment pas loin. 20 jours, ça va arriver excessivement vite. Johan sera là, Laurent va être là, Jake va être là, je serai là, Valérie Guiria va être également là, et notre invité surprise. Merci encore à Jared Mann de Space de nous inviter. D'ailleurs, on va recevoir Jared prochainement et aussi d'autres personnes qui vont participer au festival. D'ailleurs, si vous voulez justement aller acheter vos billets pour Space, il y a des... Je pense... Non, il reste plus de passes malheureusement, mais il y a plein de soirées où vous allez pouvoir acheter des billets. C'est vraiment pas cher. C'est un super de bel événement. Puis voilà. D'ailleurs, si vous avez une passe Space, vous pouvez venir au spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Faites attention à vous autres. Merci Guillaume. Plaisir. On se voit la semaine prochaine. Ciao!